Ok, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 3e conférence sur le changement climatique. Merci d'être venus encore très nombreux ce soir. Donc la conférence ce soir va aborder la question de l'eau, dont l'impact du changement climatique sur notre accès à cette ressource. Alors avant de démarrer et d'attaquer le vif du sujet, quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas sur notre association, donc Durance Luberon Verdon 2030. Donc cette association, elle est toute neuve, elle a été créée en mai 2019, donc cette année, par Catherine, Sébastien et moi-même, Marilyn. Et nous ont rejoint Cécile qui est allée se cacher. Où est-elle? Elle est là. Mais je l'ai vue. Anne. Et donc nous bénéficions aussi du support technique de Jade qui est à Paris, de Christophe et de Noé pour la capture vidéo de la soirée. Donc les conférences sont toutes filmées et ensuite elles sont sur notre site. Donc sur le déroulé de la soirée, c'est une soirée en 4 parties. En première partie, nous avons la chance d'accueillir Francine. Alors Francine, elle a été tirée au sort il y a quelques temps pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est une instance qui se réunit à Paris régulièrement, mais je la laisserai vous expliquer tout ça en détail. En deuxième partie, nous avons un questionnaire que vous avez trouvé sur vos chaises. Donc un questionnaire qu'on va vous demander de remplir sur la question de l'eau. Ensuite, nous accueillons Antoine Nico, qui va donc un chercheur, il est là, qui va donc faire un état des lieux sur l'eau. Et puis en dernière partie, la table ronde avec François Prévost qui travaillait pour le canal de Provence jusqu'à il y a peu. Et puis nous aurons Benjamin Nourri qui va nous rejoindre un petit peu plus tard et qui travaille sur un projet de récupération des eaux usées avec le parc du Luberon. Et donc c'est lui qui a fait ce questionnaire qu'on a mis sur vos chaises. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. C'est bon? Donc je vais laisser la parole à... Alors oui, donc la prochaine conférence, parce qu'en fait on a prévu de faire donc 6 conférences, c'est la 3e. La prochaine aura lieu au mois de janvier, le 16 janvier, et la thématique abordée, ça sera l'agriculture. Voilà, mais normalement si vous êtes tous inscrits sur nos listes de mois de février. Voilà. Merci, bonsoir. Je voudrais juste dire un petit mot du coup sur la Convention citoyenne afin de laisser la place après donc à Cécile et à Francine qui vous en diront plus. Peut-être que certains parmi vous avaient déjà entendu parler de la Convention citoyenne, mais peut-être que non. Donc très rapidement, moi je ne suis pas non plus expert de la façon dont tout ça s'est mis en place, mais grosso modo, vous savez qu'il y a eu une pétition qui s'est mise en place il y a 1 an et demi déjà, ça, notre affaire à tous, pour mettre un peu la pression sur les politiques, sur le climat, sur la question du climat. C'est une pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures très rapidement, presque 2,5 millions de signatures. Mais malgré cette pétition, il n'y a pas vraiment eu une réaction très, très forte, on va dire, au niveau politique. Et il y a une des personnes qui était derrière ce projet, notre affaire à tous, donc, Cyril Dion, qui a rencontré le président Macron et qui, alors je ne connais pas exactement les détails de ce qui s'est passé dans les coulisses, mais qui lui a proposé de mettre en place une convention citoyenne sur le climat qui serait composée de citoyens tirés au sort. Et donc on a la chance à Manosque d'avoir Francine qui fait partie de ces 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Alors cette convention citoyenne, Francine va vous expliquer en quoi ça consiste. En 2 mots, apparemment, donc, ce qui s'est fait, c'est que quelque chose comme un institut de sondage a essayé de recruter 150 personnes tirées au sort qui soient représentatives de la population française, et on leur a donné pour mission de trouver des moyens de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, si c'est bien ça. Donc comment faire et quelles propositions concrètes arriver. Donc c'est un cadre qui est finalement assez technique. Comment faire pour arriver à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Et on a demandé à ces 150 personnes, qu'elles s'y connaissent ou qu'elles ne s'y connaissent pas, qu'elles aient 18 ans ou 60 ans, qu'elles soient ingénieurs ou pas, de vraiment s'emparer de ça et d'essayer de formuler
des solutions concrètes pour arriver à cet objectif. Donc voilà, on trouvait que c'était intéressant et que c'était pertinent que Francine intervienne ici pendant un petit quart d'heure avant qu'on parle vraiment de l'eau, qui est notre sujet de ce soir, parce que c'est vraiment au cœur de notre intérêt de DLV 2030, notre association, à savoir comment s'adapter au réchauffement climatique qui est déjà dans les tuyaux, qui est déjà en marche. Quelles solutions concrètes pour essayer de faire face, d'une part, au réchauffement auquel on ne pourra pas échapper dans les décennies qui viennent, et puis comment essayer aussi de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, effectivement. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à Cécile et à Francine, et puis si vous avez quelques questions après pour Francine, n'hésitez pas. Bonsoir Francine. Bonsoir Cécile. Voilà, donc tu peux nous dire rapidement comment tu t'es retrouvée une des 150 citoyennes de cette Convention nationale pour le climat. Alors, comment je me suis retrouvée ? Eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone un soir assez tard en me demandant si je voulais participer à cette Convention citoyenne. Sur le moment, j'ai réagi en répondant « c'est une blague ». On m'a dit non, c'est pas une blague, vous recevrez les documents si vous acceptez dès demain par Internet. J'ai réfléchi quelques secondes et je me suis dit oui, j'y vais. Alors pourquoi oui, j'y vais ? Parce que c'est un sujet très important, c'est d'une urgence aussi très importante et il faut essayer de se mobiliser pour justement arriver à réduire ces gaz à effet de serre d'ici 2030. Voilà comment je suis arrivée à la Convention citoyenne. Ok, alors donc ça se passe de quand à quand ? Alors ça s'est passé de début novembre jusqu'au mois de février. Il y a 6 sessions, donc nous en avions déjà fait 3. Et ça se passe au CSE à Paris, avec le gouvernement et des intervenants extérieurs, enfin, etc. D'accord, et comment vous travaillez alors ? Alors comment on travaille ? Nous avons 6 groupes de thématiques dont nous avons été tirés au sort. Les groupes sont travailler, se nourrir, se loger, le transport, se déplacer, oui. Et le 5e, produire, travailler. Consommer, c'est le mien. Voilà, donc nous sommes réunis dans un groupe de 26-28 à peu près, chacun dans une salle avec notre thématique. Nous travaillons sur diverses questions, sur le climat, pour essayer de trouver des solutions et des réponses aussi à tous ces problèmes. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est pertinent que des experts et des personnes moins spécialistes de l'environnement et du climat, du dérèglement climatique, travaillent ensemble ? Alors on travaille ensemble parce que c'est l'affaire de tous les citoyens. Nous sommes tous concernés à chaque niveau, dans tous les départements de France. Je pense que nous sommes aux premières loges pour résoudre les problèmes. Alors bien sûr, vous allez me dire, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose par rapport au monde entier. Ben non, justement, on peut faire quelque chose, parce que si chaque citoyen fait un petit peu à son niveau, c'est-à-dire trier les déchets, commencer à se nourrir différemment, changer nos comportements, on arrivera vraiment à faire quelque chose. Et si on est tous ensemble, on arrivera justement à pousser le gouvernement à aller jusqu'au bout de ce que l'on demande. Alors c'est sûr qu'ils ont dit, ils nous ont promis qu'ils allaient le faire, mais si on est tous là, ça sera encore plus facile. D'accord, mais comment vous pensez que vos propositions de loi vont être appliquées ? Alors, elles seront appliquées, on a eu la promesse du Premier ministre, qui était là le premier jour, qui nous a promis qu'il n'y aurait pas de blocage, pas de filtre, que ça irait jusqu'au bout. Et justement, vous savez que le gouvernement, il dit pas toujours, il applique pas toujours ce qu'il dit, malheureusement. Il est un peu paresseux ou négligent, enfin on ne sait pas, on dit ce qu'on veut. Justement, on est là pour que tout se passe dans l'aboutissement de nos propositions. D'accord, merci. Voilà. Alors si vous avez des questions à poser, je veux bien essayer d'y répondre. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la Convention citoyenne ? Monsieur Nico.
Oui, moi j'aurais juste une question. Je voulais savoir quelle était la part dans cette convention citoyenne et dans les décisions, quelle était la part des citoyens. Et vous avez dit qu'il y avait des experts. Oui. Est-ce que les experts sont là juste pour faire des conférences d'introduction ou est-ce qu'ils discutent avec vous pour... Non, alors les experts sont là. D'abord, ce sont les citoyens qui invitent les experts. On fait une liste et puis on demande s'ils sont disponibles, ils viennent. Ils sont là pour répondre à nos questions. Ils sont là pour nous éclaircir sur le problème parce que nous ne sommes pas justement des spécialistes, on ne connaît pas tout. Ils sont là en fait pour nous aider, mais aucunement ni pour nous influencer, ni pour nous diriger dans quoi que ce soit. Mais ils sont très utiles, oui, parce que nous sommes que des citoyens et on n'est pas tous diplômés dans toutes ces catégories, dans les histoires de climatologie et autres. C'est vraiment pas notre domaine, et justement, ils nous aident beaucoup. Et juste pour préciser, ils sont là tout du long pendant la Alors ils sont là, non. non. On les invite donc à chaque session. On a une liste d'invités, donc en fonction de leur disponibilité, ils viennent ou ils peuvent pas venir. Et à chaque session, ce sont des personnes différentes. Ils sont là tout au long de la journée. Oui, tout au long de la journée, oui. Merci. Pas d'autres questions pour cette partie-là? Si, il y en a une là-bas. Bonsoir, c'est pour connaître à la suite de ces 6 réunions que vous faites ensemble, qu'est-ce qui va se passer par la suite et comment les choses vont se mettre en place? Alors au fur et à mesure des sessions, nous faisons des propositions qui sont transmises au gouvernement. Je ne sais pas si c'est au fur et à mesure ou à la fin. Toutes ces propositions seront soumises à des projets de loi ou à des tests réglementaires et certainement à un référendum. Le délai, nos sessions se terminent en février, donc on espère que ça sera très très rapide justement. C'est ce que l'on demande en tout cas. Parce que justement c'est urgent et il ne faut pas me dire on verra ça demain, on verra ça après-demain, non. Il faut voir ça aujourd'hui, dans l'urgence. Oui, moi j'avais une question. Enfin, comme je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi si la réponse a déjà été donnée, mais bon. J'avais relevé, je dirais, c'est pas moi qui l'avais fait cette remarque, mais elle me paraissait judicieuse, ou intéressante à poser en tout cas, sur le recrutement des citoyens, parce qu'en fait, il y a eu un tirage au sort, sur la base des listes électorales ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'est du téléphone puisqu'on nous avait sur le portable. Oui. Donc, mais les gens tirés au sort, il n'y avait pas, je suppose, d'obligation à participer à partir du moment où ils étaient tirés au sort. Donc ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont en quelque sorte désistés, quoi, qui ont dit moi je ne peux pas y aller. Et est-ce que ça n'a pas engendré une espèce de sélection parmi les participants, en ce sens qu'il y a des gens, du coup, du fait de leur niveau d'éducation ou de leur position sociale, etc., se sont sentis disqualifiés et de fait incapables d'y aller. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de sélection, je dirais, des participants de ce fait? Non, il n'y a pas eu sélection parce que, à part ces 150 citoyens tirés au sort, ils en ont tiré 40 autres qui sont là en permanence. Et dès qu'une personne ne veut plus participer, parce qu'on a le droit de s'arrêter quand on veut, il n'y a pas d'obligation, nous avons un remplaçant sous la main ou plusieurs remplaçants qui sont là depuis le début. Donc il y a 150 en fait, plus 40. Donc il n'y a pas d'obligation du tout. Alors, j'avais juste une petite question, comme on en parlait tout à l'heure, Francine, si je peux me permettre de vous poser cette question. En fait, votre mandat, le mandat qui vous a été donné, c'est de trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme je disais tout à l'heure, 40% d'ici 2030. C'est assez technique. Dans les critiques qui ont été adressées à cette convention citoyenne, il y a deux critiques majeures que j'ai entendues. La première, c'est est-ce que vous ne risquez pas d'être instrumentalisé par le gouvernement pour verdir son image, et ils en ont besoin de se verdir l'image. Et la deuxième chose, c'était est-ce que finalement il n'y a pas des velléités parmi ces 150 citoyens de dépasser ce cadre qui vous est imposé quelque part
et en faisant comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de solutions techniques à amener, mais peut-être vraiment de solutions systémiques et de remettre en cause des questions aussi importantes que la croissance infinie, alors qu'on a une planète qui est finie, le capitalisme, n'ayons pas peur des mots. Est-ce qu'il y a des gens parmi ces 150 citoyens qui sont prêts à dépasser le cadre, un petit peu à la manière finalement d'une certaine assemblée qui s'est réunie en 1789 et qui ne s'est pas laissé raconter des histoires et qui a fait le serment du jeu de paume parce qu'il ne voulait pas sortir tant qu'il n'aurait pas donné une nouvelle constitution à la France. Est-ce que vous en êtes là? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui disent non, on ne va pas se laisser embarquer là-dedans, on va aller plus loin? Non, on n'en est pas là du tout. D'abord, on n'est ni influencé, ni manipulé, ni quoi que ce soit. Ce sont des questions qui sont ni filtrées non plus, qui sont posées. Ensuite, pour l'histoire du capitalisme, nous parlons souvent de justice sociale, justement, et il n'y a pas du tout de ce genre de problème dans nos réunions, pas du tout. Alors, de mon point de vue, c'était pas un problème. De mon point de vue, de problème, oui, parce que si c'était le cas, il y aurait des problèmes, parce que ça serait des questions qui seraient à l'infini et on n'en sortirait pas. Donc le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est sauver la planète. Uniquement. Voilà, Francine a parlé. Sauvons la planète. Sauvons la planète, oui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui avaient entendu parler? Oh, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, en fait, ils sont 150, mais les 150, ils sont représentatifs de la population française. Mais l'idée, c'est que tous les citoyens participent. Si un jour on est amené à voter pour un référendum et qu'on n'en a rien su, c'est dommage. Donc en fait, il y a un site internet où vous pouvez contribuer tous. En fait, vos questions vont être reprises et retravaillées. Enfin, elles vont être, on va dire, centralisées à un endroit et elles vont être travaillées par les 150 en janvier prochain et puis après en février. Donc soit sur internet, soit sur notre site. En fait, DLV 2030, on a fait un site. Donc vous avez le lien pour contribuer si vous voulez. Et puis de la même façon, nos conférences, elles sont sur notre site. On met les PowerPoint, on met les conférences filmées. Et on vous met des documents aussi, dont ceux du Grec Sud, sur le site pour avoir un complément d'information. On va vous faire travailler un petit peu maintenant. Donc vous allez prendre votre copie. On vous a annoncé Benjamin Nourry. Benjamin Nourry, il est de l'IRSTEA, c'est un organisme de recherche pour le ministère de l'Agriculture. Et Benjamin, à cette heure-là, il est encore dans le Luberon à Saint-Martin-de-Castillon parce qu'il est en train de présenter en fait un projet autour des récupérations des eaux usées. Il va nous rejoindre tout à l'heure vers 9h30. Et en fait, c'est un projet de recherche en doctorat. Et on vous propose de répondre au questionnaire. Certains ont dû commencer à le lire. Donc Benjamin viendra récupérer vos copies. Donc ça serait intéressant parce qu'après c'est traiter les informations et c'est pour voir un peu comment le public accueille un projet de retraitement des eaux usées. Et puis c'est aussi savoir sur le Luberon comment vous appréhendez la problématique de l'eau. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura ad vitam aeternam, assez? Il y a des noms comme ça qui je vois dans la salle. Si vous n'avez pas de crayon, on peut vous donner des crayons. Et si vous n'êtes pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du Luberon? Bon, alors éventuellement ceux qui ne sont pas du Luberon, vous marquez sur la page que vous êtes d'ailleurs. Et de toute façon, ça ne vous empêche pas de répondre au moins à la deuxième partie. Oui, je voudrais dire quelque chose sur la Convention sur le climat. Le 19 novembre, un projet de loi a été voté pour les consignes sur tout ce qui est bouteilles. Et il est passé au Sénat, il a été un peu rétoqué pour surtout les consignes de plastique. Mais autrement, l'essentiel de ce projet qui était discuté au CC, c'est au Conseil économique, social et du climat, et c'est quand même une avancée puisque peu de temps après cette intervention des citoyens, le projet de loi est passé, on peut dire 15 jours, 3 semaines après. Comme quoi, si on pousse le gouvernement, il faut l'aider un peu, et vous êtes là tous pour ça, on est tous là pour ça. Donc là, il faut juste prendre le temps, parce que sinon on va être en retard sur notre planning. Il y a notre intervenant qui attend sur son siège. Donc si vous pouvez répondre au questionnaire, et puis peut-être, si vous avez fini de le remplir, montrez votre feuille, comme ça on ne perd pas de temps.
plutôt généraliste. Par contre, on n'a pas fait notre boulot, j'ai pas branché mon ordi, donc il va avoir. Voilà, ça va pas être long. Normalement, ça va marcher. Donc oui, voilà. Donc, je vais revenir sur le groupe régional d'experts sur le climat. Donc je suis indépendant, mais coordinateur de ce groupe d'experts régional sur le climat. Alors c'est un projet, et c'est un projet qui est piloté par une association. En fait, c'est pas piloté par des labos de recherche. C'est une association qui pilote ce projet. Et ce projet, c'est d'être comme un GIEC à l'échelle régionale. Ça veut dire centraliser les connaissances sur le changement climatique. Alors pas juste l'atmosphère, pas juste la dynamique de l'atmosphère. Et donc c'est vraiment le changement climatique et ses conséquences. Donc ça va être le changement climatique, mais ça va être les conséquences et les effets du changement climatique sur les forêts, sur l'agriculture, sur l'eau, sur la mer, sur le littoral, sur la santé. Mais ça va être aussi la perception du changement climatique, ça va être plein de choses. Donc, et pour travailler, on s'appuie sur des chercheurs régionaux. Donc on travaille, c'est pas nous qui rédigeons les textes, nous on coordonne, des fois on fait en sorte que ce soit homogène, et on vérifie que ça soit accessible à tout le monde, en tout cas aux collectivités locales, c'est notre première cible, mais que ce soit accessible à tout le monde. Ça va vers où? Mais peut-être que c'est pas là, si c'est là, c'est là ou c'est là-haut? Ah ouais. Elle marche pas. Ah, il est là. Merci. Donc je continue. Vas-y, passe une. Bah alors laisse celle-là juste rapidement. Ça va pas être facile avec les couleurs. Mais vous voyez de loin les couleurs ou pas? À peu près, hein. Bon, de toute façon. Et donc voilà, on se base sur un réseau de chercheurs. Donc on collabore avec eux. Donc ils cherchent dans tous les domaines. Hein. Il y a à peu près tous les HOG, ça veut dire des écologues, des climatologues, plein de HOG, et des forestiers aussi, parce qu'il n'y a pas de HOG et forestiers. Mais il y a des sociologues aussi, des psychologues de l'environnement, il y a plein de choses. Et donc on fait des cahiers. Et notre mission, en fait, c'est de centraliser la connaissance et de porter la connaissance sur les changements climatiques, la connaissance scientifique, au cœur des territoires. Ça veut dire, le GIEC fait ça au niveau global. Nous, l'intérêt, c'est qu'on prend les connaissances scientifiques de la région et puis même, on va même de plus en plus, on va faire un cahier pour le parc régional du Luberon qui nous demande des cahiers. Donc là, on va même encore centraliser plus la connaissance. On va essayer d'extraire les connaissances scientifiques qui concernent le territoire du Luberon. Parce que c'est aujourd'hui important dans les... Tu peux passer à la limite l'autre. Dans les processus d'adaptation des territoires, on verra après rapidement adaptation atténuation, d'arriver à apporter les connaissances au cœur des territoires. Pour le faire, il faut savoir pourquoi on le fait, et il faut savoir quand on le fait, quel va être le cadre. Parce que le monde, les écosystèmes ou les sociétés évoluent vite, c'est-à-dire quand on veut s'adapter, on veut changer, on veut augmenter la résilience de notre système, il faut savoir à quoi on a affaire face. Voilà. Et donc le GREC Sud, alors après je vais finir sur ce projet. Alors le GREC Sud, il est piloté par l'association Air Climat. Alors Air, c'est Association pour l'innovation et la recherche. Et on porte le GREC Sud. Donc on fait plusieurs cahiers. On centralise sa connaissance, nous, sous forme de cahiers thématiques. Donc là j'en ai mis 3, il y a les ressources en eau, la montagne, la mer et le littoral. Mais Air porte aussi le secrétariat d'un autre groupe, et j'en parlerai plus après. C'est le MEDEC, et eux, ils travaillent à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc ils ont sorti un premier rapport préliminaire en 2019. Il est assez court, vous le trouvez sur le site du MEDEC. Il est assez court, il est très facile d'accès, il est presque même très intéressant à lire, presque plus que nos cahiers thématiques, je ne serais pas jaloux. Et par contre, ils vont sortir un gros rapport début 2020, et pour l'avoir un peu parcouru, lui il est plus ardu, il ressemble plus au rapport du GIEC. Par contre, le rapport préliminaire est très intéressant. Voilà, c'était vite fait nos cahiers, hein, vous voyez, il y en a plusieurs. Vous les trouverez, ils sont en accès libre sur notre site, en PDF. Donc le site c'est... je l'ai plus là, il était tout à l'heure. C'est grec-sud.fr, il y a des petites plaquettes, vous l'avez. Et vous trouvez tous les cahiers avec le dernier qui vient de sortir sur la santé et le changement climatique. Il y en aura plusieurs, je vais passer vite, mais le prochain qui va sortir, ça va être un cahier sur la séquestration du carbone. On parle souvent de séquestration du carbone dans les forêts. Pourquoi on plante des arbres? Parce que ça prend du carbone. Donc il y a un cahier qui aborde à peu près toutes ces questions
pour mieux comprendre pourquoi on parle de séquestration du carbone et le rôle des écosystèmes dans le futur. Un cahier sur la biodiversité et le changement climatique. On parle beaucoup de biodiversité en ce moment, mais c'est encore un domaine à côté du changement climatique. Pour l'instant, ils ne sont pas rejoints. La cause est la même, c'est un peu de nos activités. Et la biodiversité, c'est l'usage des sols, c'est la pollution, c'est l'artificialisation des sols. Mais pour l'instant, le changement climatique n'a quasiment rien à voir avec l'érosion de la biodiversité qu'on observe. Par contre, ça commence. Et le GIEC le dit, et l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, d'ici une vingtaine d'années, le changement climatique exercera sur la biodiversité la même pression qu'a exercé l'homme jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des sujets importants. Bon, puis après, il y aura un cahier sur les solutions concrètes et la perception du changement climatique. Comment communiquer sans être anxiogène, voilà, comment on perçoit. Donc ça c'est... Et après, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, et sinon, de toute façon, il faudra que je m'arrête sur le grec. Tu veux voir ? Voilà. Bon, alors là, je vais faire une ou deux diapositives qui sont très très générales. Peut-être qu'il y en a qui en ont marre d'entendre parler des scénarios, on va à 5, on va à 2, on va à 3. Donc je vais faire ça assez rapidement, mais ça permet de remettre un contexte. Et après, moi, quelquefois, quand je vais parler d'aujourd'hui ou du futur, je parlerai de scénarios. Donc tout de suite. Donc là où on en est par rapport au changement climatique, il y a différentes trajectoires. On parle de possibilités, on dit qu'il faut réduire nos émissions. Donc on peut dire on va le mettre en 3 possibilités, 3 trajectoires. Il y a la trajectoire qui correspond à un scénario du GIEC, on ne change rien, on continue à utiliser les énergies fossiles et à consommer comme le monde faisait. On y va, on continue tout droit, et ça nous amène à 5 degrés en 2100, et puis avec voire 7, parce qu'il y a des derniers scénarios qui sont sortis. En tout cas, voilà, on arrive à un monde à 5-7 degrés. 5-7 degrés, en fait, ça parle pas, parce que c'est quand même la différence entre... 5 degrés, c'est la différence entre l'ère glaciaire, qu'on avait des glaciers et que la mer était à 100 mètres plus bas, et d'autres périodes. C'est entre l'ère glaciaire et l'Holocène. C'est 5 degrés. Ces 5 degrés, on les a passés en 4000 ans. Si là, on suit ce scénario, 5 degrés, on va passer 5 degrés depuis 1850 jusqu'en 2100, ça veut dire dans 250 ans, on va augmenter la température de la planète de 5 degrés. Et ça ne veut pas dire que ça augmente de 5 degrés partout. Mais en tout cas, en 250 ans, on fait l'équivalent du passage de l'ère glaciaire aujourd'hui, qui a été fait en 4000 ans. Donc, c'est le scénario auquel personne ne veut arriver, et je pense d'ailleurs on n'y arrivera pas. Donc après, il y a eu la COP21, il y a plusieurs COP, tous les gouvernements se réunissent, et l'objectif c'est de savoir comment on fait pour lutter contre le changement climatique. Donc lors de la COP21, pour la première fois, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, tous les gouvernements se sont mis d'accord. Tout le monde était d'accord, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et même certains, beaucoup même, ont fait des promesses en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation des énergies fossiles. Mais ces promesses, elles nous emmènent que sur les scénarios intermédiaires. Ça marche plus, ou alors c'est moi qui n'arrive pas à pointer. Enfin voilà, donc c'est des courbes jaunes et bleues, c'est des scénarios intermédiaires. Ça veut dire qu'on réduit nos émissions, mais ça nous emmène à quand même 3,5 degrés à peu près en 2100. Alors que l'annonce de la COP21, c'est quand même de rester en dessous de 2 degrés, voire 1,5. Pourquoi 1,5 ? Parce qu'il y avait plein de petits États insulaires, il peut y avoir les Maldives, il peut y avoir je ne sais plus quel État, ils savent qu'à 2 degrés, leurs îles, elles n'existent plus. Donc ils se sont dit, mais non, nous on ne veut pas, 2 degrés, c'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Donc il faut aller à 1,5. Et donc voilà, l'objectif c'est d'aller à 1,5. Pour l'instant, les promesses qui ne sont pas tenues nous emmènent à 3,5. Donc on est toujours sur la ligne rouge. Et les promesses doivent être revues tous les 5 ans. C'est-à-dire que là on vient d'avoir notre COP, on vous en a entendu parler. C'est la COP 25 qui était au Chili, puis qui n'a pas pu, donc c'est à Madrid. Et c'est forcément décevant parce qu'on ne remet pas en cause les promesses qui ont été faites. Par contre, l'année prochaine, c'est très intéressant, parce que c'est tous les 5 ans, donc les gouvernements vont devoir revoir à la hausse leurs promesses ou pas. Donc voilà, et donc pour rester sous les 1,5, tout le monde s'est dit, 2 degrés, bon déjà ça ne va pas être facile, et 1,5, ils se sont dit, bon, écoutez, on va demander au GIEC, à tous ces chercheurs internationaux, est-ce que c'est possible de rester à 1,5, de ne pas dépasser les 1,5, et puis aussi quelle différence entre 1,5 et 2 degrés. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de réduire à 1,5 et 2 degrés? Donc le GIEC a répondu que limiter le réchauffement global à 1,5, ils n'ont pas dit c'est possible, ils ont dit c'est pas impossible, mais ça demande des transitions dans nos sociétés
sans précédent, et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faudra jouer sur les énergies fossiles, mais aussi sur tous nos modes de consommation. Donc là, ça va être des changements drastiques. Et si on veut rester à 1,5, il faut diminuer nos émissions de 45% d'ici 2030. 2030, c'est dans 10 ans. Mais ça, c'était par rapport à 1990. Depuis 1990, les émissions augmentent. En 2018, et ça va être le cas en 2019, on a battu des records d'émissions de CO2. Donc, ça continue. Donc, on est à peu près, là, en 10 ans, il faut la réduire de 50%. Si on veut après arriver en 2050 à un bilan à peu près zéro, il faut réduire de 50% de nos émissions. Donc, on a des modèles de société à réinventer. Et si jamais on n'y arrive pas, chaque effort fait, de toute façon, vaudra le coup. Parce que si, la prochaine, on voit la différence entre 1,5 degré de réchauffement global, hein. Là c'est du réchauffement global, c'est la planète qui se réchauffe, et 2 degrés, c'est par exemple, puisqu'on parle de l'eau aujourd'hui, c'est la moitié de la fraction de la population mondiale exposée, ça diminue de moitié la fraction mondiale exposée au risque de pénurie d'eau. C'est-à-dire qu'à 1,5, entre la différence entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement de la planète, c'est 2 fois plus de personnes qui sont exposées au risque de pénurie d'eau. C'est un risque sur la biodiversité 2 fois plus élevé aussi. C'est des événements extrêmes de plus en plus fréquents et beaucoup plus fréquents. Donc la différence entre 1,5 et 2 degrés, elle est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, et même si on n'arrive pas à 1,5, si on n'arrivait pas à 2, chaque dixième de degré compte en fait. C'est-à-dire que ça sera 1 degré de... Donc même si on met un peu longtemps, il va falloir engager les mesures. Juste avant de mettre celle-là, il y a un truc, et après, comme ça, je vais repasser plus vite. Juste si je peux remonter 2 en arrière, je voulais dire quelque chose aussi, rapidement. C'est que là, tous ces scénarios, des différentes trajectoires, et là, ce qu'on regarde, c'est jusqu'en 2040, et voire jusqu'en 2050, il n'y a quasiment pas de différence. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, demain, on a tout arrêté, on n'émet plus rien, le climat va continuer à se réchauffer au moins pendant 30 ans, à peu près jusqu'en 2050, voire 2040. Donc, quoi qu'on fasse, par contre, après, ça va se stabiliser. On a mis des gaz dans l'atmosphère, ils y sont pour un moment, donc le climat va continuer à tourner. Et aussi, toute la chaleur supplémentaire qu'on crée avec notre réchauffement climatique, il y a 93% à peu près qui est absorbé par les océans. Mais quand c'est absorbé par les océans, voilà, c'est là, il y a une forte inertie dans les océans, donc malgré tout, l'eau va continuer à monter et la température de la Terre va continuer à augmenter au moins pendant 30 ans. Donc il faudra réduire nos émissions de gaz à effet de serre et il faut aussi commencer à préparer nos sociétés, nos territoires à une augmentation forte des températures. Voilà. Après on peut repasser certaines... Encore. Oui, comme j'y reviens pas et qu'on va parler de l'eau, et on parle un peu du cycle de l'eau, en fait les mers et l'océan, et j'y reviendrai pas après, ça fait partie du cycle de l'eau. C'est juste pour dire que, on a dit que je disais que l'océan absorbe 93% de la chaleur émise en plus, donc ça fait forcément augmenter la température des océans, avec pas mal de conséquences, hein, plus d'évaporation, mais aussi des impacts assez forts sur la biodiversité. On parle aujourd'hui même de canicules sous-marines, avec qui entraînent des épisodes de mortalité massive sur certains individus. Autre chose, c'est qu'une grande partie du carbone qu'on a émis dans l'atmosphère, il est capté par ce qu'on appelle les puits de carbone, donc en partie par la végétation, c'est pour ça qu'on parle des arbres, mais l'autre partie, à peu près 25%, par les océans. S'il n'y avait pas les océans, il y aurait encore plus de carbone dans l'atmosphère, sauf qu'une grande partie du carbone capté, il provoque une augmentation de l'acidité des océans, et ça aussi, ça a des impacts. Ça peut avoir des impacts, par exemple, sur les moules. Les moules, ils ont des coquilles en calcaire, le calcaire, il se dissout avec l'acidité, et alors pas tout de suite, mais malgré tout, la coquille sera plus fine, elle sera plus fragile, et donc plus sensible aux prédateurs. Et l'autre effet, c'était l'augmentation du niveau de la mer. Mais peut-être que j'en toucherai 2 mots tout à l'heure. Oui, c'était la figure en fait. Donc je l'explique juste parce qu'il y avait une figure. Voilà, aujourd'hui, on est en une forte augmentation. Ça paraît pas beaucoup, mais on est à un peu plus de 3 mm par an d'augmentation du niveau de la mer. Ça augmente et ça c'est lié à la dilatation des océans à cause de l'augmentation de leur température et aussi à cause de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Le Groenland. Donc maintenant on en est où ? Oui, on peut passer. Donc on passe maintenant au thème de la soirée. J'ai mis longtemps à y arriver. Le changement climatique et l'eau.
Alors sur toutes les températures, on est assez confiant, il y a des modèles qui tournent. Sur l'eau, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il y a une première chose, c'est qu'il y a plein d'événements au niveau de l'eau, l'apparition de sécheresse, les événements extrêmes, et même l'évolution des précipitations. En tout cas, dans ce qu'on observe, c'est déjà difficilement attribuable au changement climatique, on a un peu du mal. Et par contre, au niveau de la modélisation, et aussi au niveau de la modélisation, c'est-à-dire qu'on modélise très bien les températures, sur les précipitations, c'est beaucoup plus compliqué. Les modèles ne convergent pas tous. Quand on modélise les températures, on n'a pas juste un modèle qui donne une droite. On a un modèle qui donne beaucoup, on fait tourner beaucoup de fois, qui donne beaucoup de possibilités, mais aussi on a beaucoup de modèles. Il doit y en avoir 30 ou 40 ou 50 qui sont utilisés sur la planète et qui font tourner plein de fois. Donc on a des grands, mais tous les modèles vont dans le même sens pour les températures. Ce qui n'est pas le cas pour les précipitations. Les précipitations, c'est plus compliqué. C'est de la circulation atmosphérique, on parle de dépression, on parle de courant, on parle de gouttes froides, on parle d'anticyclone des Açores et de dépression sur le nord de l'Europe. Tout ça, ça joue sur les précipitations, et donc l'évolution des précipitations est beaucoup plus dure à modéliser. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a une modification du cycle de l'eau et du régime des précipitations. Le cycle de l'eau, là, ce qu'il faudrait peut-être que je dise, et après, je vais prendre beaucoup trop de temps aujourd'hui. L'eau, en fait, on n'en gagne pas, on n'en perd pas sur Terre. C'est-à-dire que c'est la même depuis que ce soit les dinosaures ou aujourd'hui, il y a la même quantité d'eau sur la planète. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va agir on va changer le cycle de l'eau. Ça veut dire que, par exemple, même si on a du mal à le modéliser, le GIEC, par exemple, va confirmer, va observer, on va aller vers une confirmation des tendances qu'on observe. Par exemple, les régions humides deviendront encore plus humides et les régions sèches deviendront encore plus sèches. Par contre, ce qu'on peut observer aussi, c'est un changement de la variabilité des précipitations. Ici, peut-être qu'on va avoir la même quantité de précipitations qui va tomber. Par contre, comme on a vu ces derniers temps, peut-être que ces précipitations en novembre vont tomber en 1 mois, en 2 mois, vont tomber en 1 jour ou 2 jours. Ça fait un gros changement. Et puis les périodes de sécheresse, au lieu de durer d'être en juillet-août, peut-être que ça sera juin, juillet-août, septembre. Donc voilà, ça c'est un changement des régimes des précipitations et ça a des fortes conséquences. Et après, il y a des choses qui sont importantes aussi à savoir, c'est que pour les précipitations, les impacts, donc, ils seront locaux, c'est-à-dire que l'impact, il ne sera pas le même partout, ça sera local et différencié. Et l'évolution de la ressource en eau qui en découle, elle est multifacteur. C'est-à-dire que même s'il y a moins de précipitations, ou même si on était à précipitation constante, c'est-à-dire qu'on ne change pas les précipitations, et qu'on augmente très fortement la température en été, ben on aura moins d'eau parce qu'elle s'évapore. Et si on augmente très fortement la température en été, on consomme plus d'eau, et pour l'agriculture, et nous-mêmes. Même nous, par degré augmenté, on augmente notre consommation d'à peu près 2 ou 3%, je crois. Donc c'est important, c'est-à-dire que c'est multifacteur, et il y en a encore d'autres. Voilà, diapo suivante. Alors, une tendance en Méditerranée, ça je vais passer très vite, mais la prochaine. Alors là, ça commençait à être des courbes un peu compliquées. Il y avait une bande en haut. C'est juste pour montrer que là, si on prend, je sais pas, mon pointeur, ça va être plus ainsi. Voilà, sur cette bande là, là il y a des courbes, c'est l'augmentation des températures. Et là, on fait l'ensemble de la bande, le global. Alors la première, c'est au niveau de la planète. Forte augmentation des températures et même légère augmentation des précipitations dans le temps. Après, on prend juste la bande subtropicale qui correspond à l'Europe, à l'Amérique du Nord et à l'Asie. Et sur cette bande-là, on observe aussi une augmentation des températures et des précipitations qui augmentent un peu, mais qui sont relativement stables. Par contre, si on zoome sur la Méditerranée, on observe une forte augmentation des températures, mais là, ce qu'on observe, c'est que globalement, sur l'ensemble de la Méditerranée, c'est un des endroits sur Terre où on va voir la plus forte baisse des précipitations. Ça ne sera pas forcément égal sur l'ensemble de la Méditerranée, mais on est dans un contexte de diminution des précipitations et qui est plus important vers le sud de la Méditerranée que le nord, mais le nord est aussi sensible est aussi sujet à cette diminution des précipitations. Alors vers la région maintenant, on va zoomer un peu. Bon, on passe à l'autre. Il y en a qui passent vite comme ça. Alors 2-3 choses de température quand même. C'est pour remettre un contexte, 2018 c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée dans notre région. Et bon voilà, donc là il va en découler des conséquences. Et en fait, vas-y.
Alors, une des conséquences, c'est que, ça c'était un tweet, Robert Votard, c'est un chercheur, un climatologue qui travaille à l'IPSL à Paris, qui travaille sur les modèles justement. Et ce qu'il dit, c'est qu'en France, l'année prochaine, on a seulement 4% de chance d'avoir une année normale ou plus fraîche que la normale. Donc ça veut dire qu'on a 96% de chance l'année prochaine d'avoir une année plus chaude que la normale. La normale, c'est la moyenne des années entre 1980 et 2010. Ça veut dire que, voilà, on est en augmentation constante. Ça veut dire qu'on a des grandes chances d'avoir chaque année une année plus chaude que l'année précédente. Avec des conséquences fortes sur la fréquence des canicules qu'on voit déjà on observe une fréquence depuis les années 2000, on a 18 épisodes sur les 29 représentés. En fait, depuis les années 2000, les canicules se multiplient. Et ce qu'on observe aussi, c'est ça va être le cas, et c'est assez important aussi, ça va être le cas en 2017, on voit là ici 2017, je crois que je le vois apparaître ailleurs. Sinon on prend 2015 par exemple, 2015 qui a été une année très chaude, une vague de chaleur, 2 vagues de chaleur, 3 vagues de chaleur. 2003, grosse vague de chaleur, 70 000 morts en Europe, et 15 000 morts en France, c'est pas anodin. Mais 2003, il y a une vague de chaleur, et je crois qu'il y en a une autre qui traîne, elle est là. Donc de plus en plus, on a des années où on a plusieurs vagues de chaleur. Avant on en avait une, là dans les années avant, depuis 1947. Maintenant on a de plus en plus, presque tous les ans, et en plus quelquefois, plusieurs fois par an. Et puis il y a des conséquences, et sur les écosystèmes, les conséquences sont très fortes. On reviendra sur 2017, mais là 2017 on voit une, et il me semblait, en tout cas c'est une grosse, très intense. Alors là c'est en bas, des fois c'est pas facile à lire. Cet axe-là c'est la durée. C'est-à-dire que là, plus on va vers la droite, plus la canicule, la vague de chaleur est longue, et plus on va vers le haut, plus elle est intense. Donc là 2003 c'est la plus longue, et avant c'était quasiment la plus intense. 2019 est beaucoup plus intense que 2003, mais beaucoup moins longue, et heureusement. Et en plus, heureusement qu'on avait mis en place depuis 2003 des systèmes d'alerte canicule. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir eu 15 000 morts en France, le fait qu'il y ait des systèmes d'alerte et qu'elles soient moins longues, on a eu que 1500 morts. Mais c'est pas anodin. 1500 morts, on n'a quasiment pas entendu parler. Une canicule fait quand même 1500 morts en France encore aujourd'hui. Et avec, je passe très vite, des records battus à 46 degrés. On travaille beaucoup avec des gens du GIEC qui nous disaient on pensait pas voir des températures comme celle-là sur la planète. 46 degrés, c'est assez énorme. Sur le sud-est, il y a plus de la moitié des stations du réseau Météo France qui ont battu des records de température. Le premier record, là, c'est le même jour. 45 degrés 9, c'est le record qui vient d'être battu il y a 3 semaines au Zimbabwe. Et le record sur la planète, c'est 52 degrés. Donc, en fait, ça augmente, et ça augmente très vite. Alors, les effets. Les effets aussi, ça va être donc des modifications du régime des précipitations. Maintenant, je vais rester à peu près que sur le régime des précipitations. Alors ça, c'est l'observation. On voit très mal la carte. Est-ce que vous la devinez, là ? Là, on a la côte, là, c'est Marseille, là, c'est le Var, là, ça doit être la presqu'île de Gien, et là, on remonte jusqu'à Nice. Et là, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça, c'est l'évolution de la variabilité des précipitations. Plus le cercle est grand et foncé, plus on observe des changements et une diminution des précipitations. Et on voit que sur l'ensemble de la région, tous les petits points, là, pas d'évolution notable des précipitations. Par contre, dans le Var et les Alpes-Maritimes, on observe déjà une tendance à la baisse des précipitations. Aujourd'hui déjà, sur la période 1950-2009. On a une diminution des précipitations. C'est des valeurs ou des fréquences ça, c'est des anomalies. Oui, mais dans quoi ? Dans des valeurs de précipitation ? En millimètres. Dans les fréquences ? En millimètres. C'est en valeur, c'est en quantité de précipitations tombées, pardon. Là, c'est les précipitations normales, on ne parle pas d'extrême ou de... Donc là, c'est vraiment, je crois que c'est marqué, je sais pas le truc, c'est les précipitations moyennes annuelles. Et donc, c'est en millimètres. Donc, il tombe sur la période 1959-2009, sur les Alpes-Maritimes et le Var, moins de précipitations. Sur le reste de la... Et c'est pas énorme, c'est une diminution d'à peu près 10-15%. Sur l'ensemble de la région, ailleurs, pas d'évolution des précipitations. Ici, là, c'est des reconstitutions qui ont été faites sur la Durance et on a mis en valeur les années excédentaires, ça veut dire les années très humides, et les années
très déficitaires, c'est-à-dire les années où le niveau de la Durance était très bas. Ces années expriment en fait des années très humides et des années très sèches. Et ce qu'on observe, alors il y a une certaine variabilité. Par contre, ce qu'on observe, c'est ici, avec les années très sèches, donc en 1921, une année très très sèche, comme l'année 2017, hein, c'était au moins aussi intense. Par contre, l'année 1921 est relativement isolée. Ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, est-ce qu'on l'attribue au changement climatique ou pas, c'est très difficile à dire, mais ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est des 89-90, des années successives, là c'est 2005, 2006, 2007, des années successives de sécheresse. Et le graphique s'arrête, mais il y a les années 2016-2017, et donc elles se rapprochent, mais en plus elles sont successives. Et que ce soit sur les sociétés, sur les nappes phréatiques ou les écosystèmes, voilà, là c'est des coups de bâton de plus en plus fréquents et qui se succèdent. Et c'est ça qui change. Alors est-ce que ça, c'est une période, c'est de la variabilité liée à certains phénomènes atmosphériques, ou est-ce que c'est une tendance liée au changement climatique? Ça fait partie des choses qui sont difficilement attribuables. Mais on va quand même, on l'a vu sur l'ensemble de la Méditerranée, vers une baisse des précipitations. Donc c'est probablement attribuable au changement climatique. En tout cas, il faut rester très vigilant. Donc de plus en plus de sécheresse, en tout cas, et sur années successives. Autre diapo, qu'est-ce que j'avais après? Oui, les sécheresses. Après aussi, il faut, quelquefois, quand on parle de sécheresse, il faut aussi penser aux conséquences. Alors je suis désolé, j'avais pris des choses qui n'étaient pas directement sur... Pourtant, il y en a largement autant hein, qui concernent le département, le Luberon. Mais en fait, là, je voulais des conséquences multiples. Sur les sécheresses, on va parler souvent, par exemple, de l'irrigation. Ça veut dire qu'on va manquer d'eau pour l'agriculture. Mais on voit qu'aussi, lors des fortes sécheresses, là, c'est dans les Alpes-Maritimes, il y a un village où on coupait l'eau. À 17h le soir, on leur coupait l'eau, on la remettait à 9h du matin. Et ça, pendant plusieurs jours, pendant la période de sécheresse. Donc voilà, l'accès à l'eau, il peut déjà aujourd'hui avoir certaines tensions. En 2017, ce qui est apparu aussi, c'est la forte sécheresse, c'est avec le gonflement des argiles. Alors d'habitude, on reste dans des gammes de gonflement acceptables. En 2017, il a fait très très sec, on a vu. En 2016 aussi, c'était très sec. 2015, je vous ai montré tout à l'heure, 3 vagues de chaleur. Donc si même on avait eu quelques précipitations, c'est pas très sec. Comme il a fait très très chaud, ça s'est évaporé. Donc 3 années successives, on arrive en 2017, effectivement, avec des argiles qui se rétractent fortement, et là des maisons qui se fissurent. Mais et sur certains secteurs, ça a été très fort, beaucoup de bâtiments abîmés, et un coût énorme pour les assurances, parce que, là on le met, hein, il est très élastique et récent, mais c'est reconnu comme état de catastrophe naturelle, donc là c'est un coût, et le coût des sécheresses pour les assurances explose chaque année. D'autres conséquences, ça va être sur la biodiversité, les cours d'eau qui sont à sec, donc les conséquences pour la biodiversité. Il peut y avoir plusieurs choses, voilà, les états de catastrophe naturelle, et puis même encore des évêques qui ont des solutions au moins, eux ils ont des solutions, qui proposent 3 jours de prière pour faire venir la pluie. Alors là je l'ai mis, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas nouveau ça, hein, ça existe depuis longtemps, et dans mes anciens métiers, j'ai fait des reconstitutions de sécheresse sur l'ensemble du bassin méditerranéen à partir des cernes d'arbres, à partir de plusieurs données. Et une des données que je mettais pour reconstruire les sécheresses sur les 500 ou 600 dernières années, c'était des données qui étaient sorties des registres de certaines chapelles. Je me rappelle, il y en avait un dans le sud de l'Espagne, un en Sicile, où en fait il y a une petite chapelle et tout c'était répertorié. Quand il y avait des sécheresses, il y avait des processions jusqu'à la petite chapelle. Dans 200 ans, même si jamais ça ne marche plus, on pourra toujours, c'est la même chose, on propose toujours des prières. Donc tout n'est pas perdu, on a des solutions. Autre impact des sécheresses, alors là on a l'équation aussi avec l'élévation du niveau de la mer, c'est les phénomènes d'intrusion saline. Et là c'était un petit article, là c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, à la fin de 2017, donc après la forte sécheresse, ils ont ouvert le robinet, et au robinet, quand ils ont bu l'eau était salée. Parce que on va chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Au Sainte-Marie, c'est des nappes phréatiques côtières. On a une augmentation du niveau de la mer, mais surtout là, le Rhône était très très bas. Et donc les nappes phréatiques aussi étaient très très basses. Et on a une entrée de l'eau de mer dans les nappes phréatiques côtières. Bon, là, c'est aussi une entrée de l'eau de mer dans le Rhône, parce que le Rhône était très bas. Mais ça fait partie des choses qui vont arriver dans les années à venir, avec une mer qui monte et probablement des sécheresses et des niveaux d'eau et des nappes phréatiques qui descendent. Mais donc ça, c'est des phénomènes essentiellement côtiers. Alors autre chose, là, on parlait de précipitation.
de sécheresse. L'autre effet, c'est les épisodes méditerranéens. Moi, quand j'ai commencé sur le grec, la première fois que je parlais d'épisodes extrêmes, épisodes méditerranéens, donc ça se mesure pas bien, et en plus ça se modélise encore moins bien. Mais bon, avec beaucoup d'études, et ça y est, les articles sortent les uns derrière les autres, on voit que l'intensité de ces épisodes de précipitation intense, on parle des épisodes méditerranéens, elle a augmenté depuis les années 60 à peu près 22%, alors il y a des grosses marges d'erreur selon le secteur, que la fréquence des événements qui dépassent le seuil de 200 mm par jour, c'est énorme, hein, il pleut 600 mm à Marseille, je crois, par an, donc 200 mm par jour, et ça arrive de plus en plus fréquemment, là on l'a vu, il y a eu quelques épisodes à plus de 200 mm, ça, on a un doublement de la fréquence observée, hein, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, il est déjà observé, ça vient, un doublement de la fréquence des épisodes à 200 mm de pluie par jour. Les surfaces touchées sont de plus en plus nombreuses. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans un autre article, là, ils arrivent à attribuer cette évolution à l'évolution du climat, à l'augmentation des températures. Donc, maintenant, on peut dire que oui, l'augmentation des épisodes méditerranéens est liée au changement climatique. Et la probabilité de crue centenale, c'est-à-dire des crues qu'on pensait arriver tous les ans, a doublé. Donc, centenale, oui. Ah, j'ai dit tous les ans? Non, ah oui, pardon. Tous les 100 ans, les crues qui arrivaient tous les 100 ans, donc maintenant, arrivent tous les 50 ans. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui, on observe ça. Donc après, on a ça, c'est des éléments qu'on a beaucoup de mal à modéliser. Donc par contre, c'est très vraisemblable, puisque maintenant on l'attribue au changement climatique, que ces événements extrêmes continuent à augmenter. Bon, ça, j'aurais pas dû le sortir, parce que je suis tombé il y a 2 jours ou 3 jours dessus. C'est dans Novétique. C'est une ONG allemande qui a classé l'ensemble des pays par rapport à leur comment dire, je perds mes mots en ce moment, j'en dis trop. En tout cas, vis-à-vis des événements extrêmes. Et ils ont classé les pays très sensibles, très exposés aux événements extrêmes et du moins exposés. La France, elle arrive au 15e rang des pays les plus touchés au niveau mondial par les événements extrêmes. Donc c'est déjà pas rien du tout. Hein, Et sur les 20 dernières années, sur l'ensemble. Mais si on prend les décès en compte, on remonte au 4e rang. C'est-à-dire qu'on est au 4e rang des pays les plus touchés au niveau mondial en termes de décès sur la période 1999-2018. Quelle France? La métropole ou l'outre-mer compris? Je pense qu'il y a outre-mer compris. Ça n'a rien à voir, mais je pense qu'on sous-estime aussi. La canicule de 2003, elle est dedans. On a quand même 15 000 morts, et c'est une canicule, c'est un événement extrême. C'est pas anodin. Non, mais c'est un cyclone de temps en temps. La métropole, l'Aude, Nîmes, Vaison-la-Romaine, il y en a, mais c'est pas la même chose, mais malgré tout, c'est la France aussi. Et par contre, en plus, il n'y a pas que des décès sur les épisodes méditerranéens, sur les fortes pluies. Là, je refais comme pour les sécheresses. Il y a des éboulements, il y a des impacts sur les infrastructures, il y a des impacts sur, je l'avais pas mis, en tout cas sur la qualité des eaux. Sur la qualité des eaux, quand j'étais à Nice l'autre jour, il y a quelqu'un qui dit bah oui, bon, on a été inondé et tout ça, sauf que de toute façon, là, ça fait maintenant 4 jours qu'on n'a pas d'eau potable. Donc on nous amène des bouteilles, mais malgré tout, il y a un effet aussi des inondations et des crues sur l'eau potable. Et quelque chose aussi qui est important et dont on parle rarement, c'est là j'ai cru qu'on allait mourir noyé, mais c'est les chocs. Après Vaison-la-Romaine, là où il y a eu, je sais plus combien, 47 morts à Vaison-la-Romaine, en tout cas c'était énorme. L'autre jour on a des psychologues de l'environnement, ils commencent à faire des études, et en fait c'est le choc post-traumatique. Et on pense que ça va être juste 2-3 jours. Alors déjà c'est pas anodin, ça dure plusieurs mois, dans la grande, voire 1 an. Mais alors là il y a beaucoup de consultations, il y a des médicaments, il y a plein de choses, donc il y a un impact réel sur la santé mentale. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent consulter, et ça découle, ça fait 20 ans que c'est arrivé, ou même un peu plus maintenant, et ils viennent consulter parce qu'il y a toujours encore quelque chose qui traîne. Donc malgré tout, il y a un côté anxiogène, et il y a des côtés post-traumatiques, des effets sur la santé mentale qui sont durables dans le temps. Bon, un dernier. Oui. Vous avez été au courant que il y a eu dans la région d'Aimé,
Chez nous, il y a eu un effondrement. Oui. Et je me posais la question de savoir si c'était quelque chose qui était lié aux précipitations qui avaient eu lieu précédemment, ou est-ce que tout à fait par hasard, ça devait tomber. À votre avis? Mon avis, je ne suis pas géologue, il y a des fortes chances, vu ce qui est tombé juste avant, que ça soit lié aux précipitations. Voilà. Et, alors c'est peut-être, il y a peut-être plus d'autres facteurs, mais les précipitations n'y sont forcément pas pour rien. Voilà. Mais oui, c'est évident. Voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après, il y a la perception. Moi, je vais m'égarer encore. Hein. À un moment, tu me dis quand il faudra que j'arrête si je parle trop longtemps. Mais la perception, quand on est au niveau des événements extrêmes comme celle-là, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la perception. Et le jour, il y en a qui travaillaient sur les Saintes-Maries hier, sur la perception des vagues de submersion. Et je lui dis, ouais, bon, dans la perception, qu'est-ce que tu vas en faire et tout ça. Il me dit, non, mais c'est assez important parce que quand on est... et justement, là, c'était sur les cyclones qui arrivent notamment sur les États-Unis, ils ont fait des études. Il y a très longtemps, les cyclones, ils avaient que des noms féminins ou masculins, d'ailleurs, je ne sais plus. Et puis dans les années 80, ils ont décidé d'alterner une année, non, c'est pas une année, c'est un cyclone masculin, un cyclone féminin, un cyclone masculin, un cyclone féminin. Et ils ont fait des études. Et ils se sont rendus compte que les cyclones féminins faisaient toujours plus de victimes et plus de dégâts. C'était systématique, quoi. Bon. C'est la parité, n'empêche que là, en tout cas, les effets, c'était pas la parité, les femmes étaient bien plus fortes. En fait, c'est juste une histoire de perception. Les gens avaient moins peur de Clara que de Hugo. Quand un cyclone avec un nom masculin arrivait, les gens avaient plus de facilité à évacuer, se protégeaient plus, prenaient plus de précautions. Quand un cyclone avec des prénoms féminins arrivait, on fait moins attention. Et c'est pas une petite étude qui sort c'est plusieurs études qui sont sorties dans Nature et Science qui sont extrêmement documentées. Donc, et il y a certains maires du Var qui m'ont dit moi quand j'ai voulu faire évacuer mon camping, tous les Hollandais sont partis, parce que les Hollandais ils ont plus l'habitude, c'est dans leur esprit, hein, quand il y a des inondations, s'il y a une alerte, on s'en va. Les Français, ça a été plus difficile. Par contre, inversement, quand il y a des feux de forêt, on trouve quasiment plus un Provençal dans la forêt, quasiment plus. Les incendiaires. Les incendiaires, et puis encore quelques imprudents. Mais par contre, des touristes, effectivement, peut-être hollandais, justement, qui ne sont pas soumis à ça, ne vont pas prendre le risque de la même façon. Donc, dans toutes les questions, donc on va avoir la gestion du risque, la perception, le social, ça a un rôle assez important aussi. Donc, c'est une discrétion de plus. Voilà, après, j'étais où? Vas-y, passe. La neige, on est d'accord, hein. On a un peu moins de précipitations et surtout les températures sont plus importantes. Donc il y a beaucoup de variabilité, mais on va quand même faire des hivers un peu moins neigeux. Alors il y en aura des très très neigeux, des un peu moins, et surtout peut-être sur une période beaucoup plus courte et avec plus de variabilité. Mais une légère tendance à la baisse. L'évolution du glacier est beaucoup plus nette. Là j'ai pris juste le glacier blanc du massif des Écrins. Donc on voit, là il y a des petites barres en haut, là, c'est tout ce que le glacier gagne chaque année, et là c'est tout ce qu'il perd chaque année, et là c'est la différence. Donc là c'est sa masse, hein, c'est la masse du glacier, et on voit depuis là c'est les années 2000, là c'est les années 2019, et on voit qu'on perd, et les glaciers diminuent, et vont fortement disparaître. Les glaciers aussi c'est des ressources en eau, et là je l'ai pas mis, mais des glaciers ça donne de l'eau, et au fur et à mesure qu'ils font, au bout d'un moment quand même il va fournir de moins en moins d'eau. Il y a des seuils comme ça à partir duquel ils alimentent beaucoup moins en eau. Et je pense que c'est le glacier blanc, par exemple, a dépassé ce seuil. C'est celui-là ou un autre, mais il y en a plusieurs comme ça. Voilà. Bon, et demain? Alors, je n'ai pas encore parlé de demain. Je vais essayer d'aller plus vite pour demain. Ouais, et voilà. Donc la figure, tout à l'heure, je vous disais, là, on a 3 modèles. Tout à l'heure, quand j'avais mis les modèles, vous vous rappelez, j'avais les différentes courbes, la rouge, la verte, la bleue, c'est les températures, j'avais un sacré grand panel, j'allais jusqu'à 5 degrés, jusqu'à 1,5. Là, quand je prends l'ensemble des modèles, et je vais jusqu'en 2100, je vois pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que sur les précipitations, très très difficile à modéliser. Alors, on voit que le modèle le plus pessimiste, si on fait rien, il sort un peu. Et si tu passes au diapo, on voit que c'est les 2 modèles, c'est le modèle avec les promesses du gouvernement, un modèle intermédiaire où on va jusqu'à 3-5 degrés. Là, pas d'évolution des précipitations sur l'année. Hein.
Et par contre, là, sur le modèle où on fait rien, on continue, là, on va faire augmenter la température, on voit, bon, il y a un peu plus de rose. En tout cas, on voit une baisse des précipitations. Et ça, c'est dans le futur, hein, c'est en 2085. Cette baisse des précipitations, elle aura des conséquences aussi sur la ressource en eau. Et donc, il y a eu des modèles. Donc là, on prend des modèles hydrologiques, c'est-à-dire qu'on met de la précipitation, on le met dans des modèles hydrologiques qui vont nous calculer les débits pour ça. Alors là, c'était un projet qui s'appelait Explore 2070. Tout n'est pas parfait dans ces modélisations, mais ils ont l'intérêt, ces projets, de nous donner un panorama national et même régional. Et on voit quand même que globalement, on ne voit pas de hausse des précipitations annuelles. On voit globalement quand même sur l'ensemble du pays et de la région une baisse des précipitations. Pas des précipitations, des débits sur l'année. Donc c'est une baisse qui n'est pas énorme, hein, c'est 10 à 20% pour 2050. Mais avec des scénarios qui ne sont pas les scénarios les pires, c'est des scénarios intermédiaires. Là, c'est les nappes phréatiques, c'est le projet Recharge 2, Recharge, parce qu'il y a le projet Recharge 2, ils ont réévalué, ils ont tout recalculé, bientôt il y aura des nouveaux résultats sur les nappes phréatiques. Les résultats sont similaires dans les deux. On est selon les secteurs dans la région, et bon, sauf en Occitanie où c'est plus fort, dans la région entre 10-20%, et pour certaines nappes phréatiques, on arrivait à presque 30%. Voilà. On va quand même vers une baisse. Et là, même si c'est une baisse annuelle qui n'est pas très forte, la baisse, elle va être très très sensible en été. Passe après, j'avais dû mettre ça quelque chose comme ça. Ouais, on la passe, celle-là, c'est des résultats de R2D2 qui montraient la baisse des débits. Et que la baisse des débits, alors on ne le voit pas bien. Là, c'est avril, mai, juin. Là, c'était par rapport à aujourd'hui. Et on voit que demain, par rapport à aujourd'hui, ça baisse essentiellement en mai, juin, juillet. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse des débits, mais qui va arriver fortement décalée vers le printemps. C'est-à-dire que maintenant, les mois de avril, parce que quelquefois avril est impliqué, hein, là par exemple c'est avril, mai, juin, juillet, on va avoir déjà une baisse des débits. Aussi parce que la fonte de la neige est beaucoup plus précoce. Donc voilà, on passe vite parce qu'en plus il n'est pas... dans le même projet R2D2, qui s'appelait R2D2, ça tombe bien en ce moment, en 2050, ils avaient fait aussi quelques simulations sur les arrêtés de sécheresse. Et on voit qu'aujourd'hui, on en était, là c'est, alors je sais plus où, c'était sur une station, je crois que c'était dans le Verdon. Aujourd'hui, on était à peu près en alerte crise, là on était à peu près à 7 par an. En 2050, ça veut dire dans 30 ans, on était à 19, on sera à peu près à 20. Bah voilà, on pourra discuter des résultats, c'est R2D2. Hein, oui, non, je sais bien participé. Mais c'est pas le Verdon. Il me semble que j'ai pris à Castillon, mais c'est possible que ce soit pas ça. J'aurais dit la Bléone. C'est peut-être la Bléone. Mais comme en tout cas, c'est dans... Même si aujourd'hui, il y en avait par exemple pas 7, là, mais qu'il y en avait 3, on arrivera peut-être à 17 ou 18. En fait, on va avoir une augmentation forte des arrêtés de sécheresse, même dans des scénarios à peu près normaux dans les 30 ans à venir. Voilà. Ça, c'était... Bon, celui-là, je vais le passer vite. C'est juste là, c'était... Non, remets quand même, j'ai juste une phrase à lire. Voilà, ça c'était l'évolution du manteau neigeux qu'on a vu tout à l'heure. Dans le futur, dans le Mercantour, pour une augmentation de 3 degrés de la température, dans le Mercantour, et 3 degrés ça va aller vite, hein, c'est pas au niveau planétaire, c'est au niveau régional. Dans le Mercantour, à 1200 mètres, on aura une diminution de 75% du manteau neigeux. Donc en dessous de 1500 mètres, 1200 mètres, là l'impact va être très fort au niveau du manteau neigeux. Donc après, ça a aussi des conséquences sur les débits, hein. Ça demande dans les rivières au printemps. Et au-dessus à 2700 mètres, on est quand même à moins de 40% de manteau neigeux. Alors avec forte variabilité dans le temps, ça veut dire qu'il y a toujours des périodes où il y aura de la neige, mais elle va tomber peut-être plus tard, mais en tout cas, elle va surtout fondre plus tôt. Voilà. En résumé, pour les précipitations, on a une grande incertitude pour le futur. On ne sait pas trop. Par contre, voilà, la tendance est vers quand même 10 à 10%, à peu près 20% du cumul annuel en moins d'ici 2050-2070. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une forte baisse des précipitations hivernales, ça en est quasiment certain. Estivale. Merci. C'est pour voir si vous suiviez. Donc forte baisse des précipitations estivales et peut-être maintien ou même des précipitations hivernales plus élevées. Et en tout cas, au niveau estival, il y aura une forte baisse.
Et ça, le problème, c'est associé à la hausse forte des températures qui va emmener vers donc, la réduction des débits annuels et des eaux souterraines et à l'augmentation, surtout à l'augmentation forte des sécheresses estivales en durée et en intensité. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes. Et on l'a vu, là, je mets associé à la hausse des températures, mais j'aurais pu mettre un petit bonhomme, il y a aussi les usages. Ça veut dire qu'on va associer à la hausse des températures, plus il fait chaud, moins il y a d'eau, plus on en aura besoin. Oui. Remonter l'eau qui arrive sur le canal EDF, de les remonter jusqu'en haut en faisant des pipes. Voilà, des projets à long terme. Alors des projets, on en a beaucoup. Alors je redis ce que j'ai dit en introduction, d'autant plus que nous sommes filmés ou enregistrés. Je n'ai plus de légitimité pour parler au nom du Canal de Provence puisque je n'y suis plus. Donc je parle avec mon ancienne légitimité. Et après, cette question-là, il faudrait l'adresser à des gens de la Société du Canal de Provence, mais enfin, je ne vais pas me défausser et je vais vous répondre. Quand je suis parti, c'est-à-dire il y a moins d'un an, des projets, on en a beaucoup. L'ordre de grandeur des investissements de l'ordre de 450 millions d'euros d'investissement à réaliser pour sécuriser des zones qui aujourd'hui ne le sont pas. Et qui, du fait des premiers effets du changement climatique qui commencent à se faire sentir, mais également du fait de l'évolution d'un certain nombre de pratiques agricoles liées à ça, mais pas que. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que tu as pu dire sur l'agriculture. Les choix de l'agriculteur, c'est d'abord des choix d'acteurs économiques, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils sont capables de vendre derrière. Et il y a l'histoire de marché, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire on pourrait avoir des cultures moins consommatrices et tout, bien sûr. Très bien, mais on ne va pas faire du cactus ici, c'est-à-dire si c'est le vin rosé qui se vend, on fait du vin rosé. Je ferme la parenthèse. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas économiser l'eau en faisant de la viticulture. Mais alors, je réponds à votre question. Donc, de l'ordre de 450 millions d'euros d'investissement dans le Var pour sécuriser les zones viticoles du Var, dans le Vaucluse, dans ce qui reste à aménager du sud et du... Vous voyez que je dis notre, comme si c'était encore chez moi. Mais le statut de la SCP, une société d'économie mixte, dont les actionnaires sont toutes les grandes collectivités territoriales. La région peut garder ça en régie, le remettre en concession, etc. Et donc, l'obligation qu'a la SCP, c'est de rendre l'ensemble de ces ouvrages en parfait état de fonctionnement au terme de cette concession, et évidemment avec un budget totalement équilibré, c'est-à-dire plus de dettes, plus rien du tout. Enfin, on irriguera. On rendra possible l'irrigation, ça ne veut pas dire que les gens irriguent, on les sécurise dans leur accès à l'eau plutôt qu'on leur amène de quoi irriguer de manière systématique. De l'ordre de... Actuellement, il y avait... Oui, ça doit faire au moins 50 000 hectares supplémentaires. D'autres questions ? Après, le détail des opérations qui sont prévues, il faudrait une carte pour ça. En complément de cette question, pourquoi le SCP ne s'est jamais positionné sur des aménagements côté Rhône, un peu comme BRL le fait côté Languedoc, puisqu'on a un canal qui va quasiment jusqu'à Montpellier. On parlait même d'aménagement jusqu'à Barcelone à un moment donné. Il y a des projets où c'est vraiment une impossibilité physique à cause non, du dénivelé. C'est une impossibilité statutaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a un périmètre de concession et on ne peut pas intervenir en dehors, en tant que maître d'ouvrage, s'entend. On ne peut pas intervenir en dehors de ce périmètre de concession. Alors, font partie du périmètre de la concession du canal de Provence l'intégralité du département des Hautes-Alpes, l'intégralité du département des Alpes-de-Haute-Provence, l'intégralité du département du Var, dans le Vaucluse uniquement les communes du Luberon, c'est-à-dire de la vallée du Calavon et du sud Luberon, et encore pas tout à fait du bas Calavon. Et dans les Bouches-du-Rhône, tout le département des Bouches-du-Rhône, à l'exclusion de l'arrondissement d'Arles, qui est très grand, qui concerne toutes les Apis, la Camargue, la Crau, etc. La raison principale de tout ça, c'est que les zones
et on n'est pas dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes ne sont pas à la concession. La raison de tout ça, c'est que les zones de cette région qui ne sont pas dans la concession étaient, la plupart d'entre elles, pour ne pas dire la totalité, sécurisées par des ouvrages préexistants, et notamment les grands ouvrages d'amener d'eau gravitaire gérés par des associations syndicales autorisées, comme le canal de Manosque, par exemple. Moi, j'ai revenir une question pour le Grec Sud. Est-ce qu'on entend de plus en plus parler de la possibilité de l'arrêt du Gulf Stream? Est-ce que c'est quelque chose qui se confirme? Et est-ce que les scénarios que vous nous avez présentés tout à l'heure en tiennent compte? Ou est-ce que c'est d'autres scénarios qui n'ont pas encore été étudiés? Alors, oui, le Gulf Stream, alors oui, pour l'instant, en fait, le dernier rapport, il y a le GIEC a sorti plusieurs rapports, j'ai parlé du 1.5. En août, il a sorti un rapport sur les terres émergées, donc tout ce qui est sécurité alimentaire, l'impact du changement climatique. Et en octobre, il a sorti un rapport sur les mers et océans et sur les glaciers. Et là, dans ce rapport, il a quand même montré que depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a une diminution de à peu près 15% de l'intensité du Gulf Stream. Donc oui, il peut avoir un impact sur le Gulf Stream. Non, ils ne sont pas intégrés dans les modèles. Alors là, je nuance parce que c'est quand même... Sur certains modèles, ça sort même de fois très très fort, mais c'est un modèle parmi X modèles. Et pourquoi c'est pas intégré et pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est très difficile à prendre en compte. Donc ça sort pas dans les modélisations, qui sont de la modélisation de l'atmosphère, et ça fait partie un peu de ce qu'on appelle les points de bascule. C'est-à-dire qu'à un moment, le climat change, de la planète change assez pour changer les problèmes de circulation atmosphérique ou océanique comme le Gulf Stream. Ça ne changera pas complètement le climat de la planète, ça fait juste que on parle de réchauffement global et de changement climatique. Si le Gulf Stream diminuait, ou s'arrêtait, mais en tout cas diminuait, l'Europe refroidirait. Il ne va pas s'arrêter, il peut ne pas remonter plus. Oui, mais en fait il diminue. C'est pour ça qu'on aurait des refroidissements, mais ce n'est pas un arrêt du Golfe. Non, c'est une forte diminution. Après, après ça fait partie des points de vue. Voilà. Après, c'est des histoires de salinité, d'eau froide, d'eau chaude. On ne sait pas jusqu'où. Ça, ils ne savent pas exactement. Mais c'est même une forte diminution, on va à un arrêt. Par contre, au niveau global, ça ne veut pas dire que ça refroidit l'ensemble de la planète. Il fera plus chaud ailleurs. Voilà. Et ça fait partie des points de bascule, effectivement, dont on ne connaît pas trop les issues. Il y en a d'autres, c'est comme la fonte du pergélisol et des choses comme ça. Et même dans la remontée du niveau des mers, on intègre encore très très peu, par exemple, la fonte de l'Antarctique, parce qu'on connaît mal les processus de la fonte de l'Antarctique, donc elle n'est pas mise. C'est pour ça que souvent on revoit la hausse, toutes les prévisions, c'est qu'à chaque fois c'est des connaissances nouvelles qui arrivent et qui sont intégrées dans des modèles, dans les prévisions, et pour l'instant l'Antarctique est mal connu, donc il est intégré dedans, mais pas encore complètement, ça peut changer encore assez rapidement. La diminution du Gulf Stream va amener donc un refroidissement de l'Europe du Nord, donc de la glace et des précipitations de neige et autres, ce qui fait que ça peut reconstituer en partie cette diminution de température, ça peut reconstituer en partie la calotte glaciaire. Ça dépend où, parce que en fait, ça pourrait aussi avoir, c'est-à-dire il peut y avoir des courants froids. Aujourd'hui, Québec, par exemple, on sait que c'est froid l'hiver et que c'est froid assez longtemps. C'est à l'altitude de Bordeaux à peu près, oui. Et c'est pas du tout les mêmes climats. Et c'est l'histoire de courants, c'est-à-dire que les courants froids qui descendent du Labrador, qui font que c'est beaucoup plus froid du côté canadien, et le Gulf Stream qui réchauffe le nord de l'Europe. Si le Gulf Stream diminuait, il n'y a pas de raison que les autres courants continuent à être aussi froids non plus. C'est-à-dire que ça peut refroidir au niveau de l'Europe, c'est pas pour ça qu'on refera une calotte glaciaire. Et ça refroidit peut-être pas assez. Là, on est déjà monté de 1, 2, 3 degrés. L'Arctique même, on est à 4 degrés. Je pense même pas qu'avec l'arrêt du Gulf Stream, on arrive à réamener à des températures d'il y a 100 ans. Donc voilà, en fait, ça c'est compliqué. C'est à cause de l'inertie énorme. C'est à cause de l'inertie énorme et du fait que le changement climatique, ça fait un moment qu'il a commencé et il y a une très forte inertie. Et même le Gulf Stream, là, on commence à avoir une diminution, mais on ne sait pas, ça va pas se faire en 50 ans non plus. Et par contre, le climat, oui, en 50 ans, la température peut avoir fortement augmenté. Donc voilà, c'est des balances. Avec le Gulf Stream, on ne sait pas exactement où on va et il n'y a pas de certitude.
à part le fait qu'on voit une certaine diminution. Excusez-moi, mais si je me souviens bien, sur le Gulf Stream, les phénomènes qui faisaient que le Gulf Stream se retrouvait détourné, c'était des fontes massives, c'est pas des fontes, c'est des injections massives d'eau douce qui venaient, c'est-à-dire que c'était des ruptures, je dirais, de barrages naturels de glace qui auraient pu injecter des masses colossales d'eau douce dans l'océan et qui auraient provoqué ce relatif. On est très loin de processus comme cela aujourd'hui, tel qu'on... Ça, c'est dans le passé, et même si on imagine d'ailleurs qu'il y avait du Gulf Stream, mais ça, c'est effectivement, c'est la calotte glaciaire, c'est la formation des grands lacs, en fait, aux États-Unis. À un moment, il y a des barrières naturelles qui ont cédé, il y a eu, il semblerait, c'est une des théories sur certains mouvements, oui, tout à fait, où il y aurait eu des mers intérieures qui ont été relâchées dans le nord de l'Atlantique et qui ont changé les courants océaniques. Mais ça fait un bon moment, c'était à la fin de la dernière glaciation. Bonsoir, Patrick Garnon, je suis là. Bon, je suis agronome aussi et plutôt spécialiste de politique agricole. On va pas rentrer dans les détails. Moi, je voulais parfait, n'est-ce pas? Moi, je voulais poser une question de géopolitique de l'eau dans la région méditerranéenne. À travers trois petits éléments. Vous l'avez dit tout à l'heure, la rive sud de la Méditerranée est fortement menacée en termes de ressources en eau. Or, c'est une région extrêmement déficitaire du point de vue agricole, globalement, en tout cas pour les ressources. Du canal Philippe Lamour de Baronne Languedoc, qui est une autre société d'aménagement régional en rive droite du Rhône. Ce projet a été abandonné. Donc il aura plus lieu, enfin, il est plus aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. En ce qui concerne les tankers, il faut garder raison. Il y a eu 3 cargos qui ont, à un moment donné, pour secourir Barcelone, qui était vraiment à sec, des tankers d'eau qui sont partis, mais de toute façon, c'est loin de devenir une habitude. Et économiquement, de toute façon, ça ne tient pas. Donc, voilà. Ça reste tout à fait marginal, pour ne pas dire anecdotique. Maintenant, la question de fond que tu poses, elle renvoie au type de modèle de développement que nous souhaitons, que nous favorisons de ce côté-ci de la Méditerranée. Ne nous cachons pas les yeux. Quand on crie au haro contre l'agriculture française en général et méditerranéenne en particulier, parce qu'elle irrigue, on se voile la face, parce qu'on importe nos légumes, nos fruits, de pays qui ont bien moins de ressources en eau que nous. Quand on importe des tomates, quand on importe n'importe quel fruit et légumes, on importe de l'eau virtuelle, on est bien d'accord. C'est pas autre chose qu'on fait. Et on pompe un peu plus sur les réserves de ces pays-là. Donc ne soyons pas hypocrites. Soit on ne bouffe plus de fruits et légumes, soit on se dit qu'il faut produire localement, favoriser les filières courtes, et là-dessus, j'affirme, en tant qu'agronome, qu'on ne fait pas d'agriculture en région méditerranéenne sans sécurisation de l'accès à l'eau. Je dis sécurisation d'accès à l'eau et non pas irrigation. C'est-à-dire que vous allez arroser, alors il y a certaines productions, vous êtes obligé de les arroser chaque année. Mais quand on parlait tout à l'heure de cultures sèches dites au sec, comme l'olivier, l'amandier, la vigne, etc., qui sont des cultures traditionnelles au sec, c'est pas parce que les gens ont des réseaux d'irrigation qu'ils vont arroser chaque année. Ils vont arroser les années où il est important, soit pour sauver la culture proprement dite, soit pour maintenir un minimum de standards de qualité, d'amener un peu d'eau, et si possible, avec des techniques économes en eau, elles existent, le goutte à goutte, etc. Mais dans les discours un peu faciles qu'on peut avoir vis-à-vis de l'agriculture, je crois qu'il faut être conscient de ce que signifie la condamnation d'une agriculture irriguée en zone méditerranéenne. C'est simplement renvoyer la balle à des pays qui aujourd'hui sont en train de tirer la langue. Oui, juste moi c'était la limite. En fait, quand on parle qu'on pourrait changer un peu nos méthodes, c'est pas dire on arrête d'irriguer. C'est-à-dire on peut commencer, on irrigue, on sécurise le territoire. Après, il faut pouvoir imaginer qu'on peut intégrer, changer nos modes. Même pas forcément dire qu'on change tout en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a rien forcément contre l'agriculture irriguée et on veut sécuriser notre économie, les agriculteurs, le modèle agricole, comme avec des canons à neige. Pour l'instant, on arrive à sécuriser, même si
tout ne va pas bien, nos territoires des montagnes. L'idée n'est pas de dire plus d'irrigation, on fait je sais pas quoi avec la permaculture, on ne nourrira pas tout. Et de la Camargue. Hein. Absolument. Et il y a des volumes considérables d'eau de Durance qui vont là-bas. Le jour où, si on passait, ce qui est une vue de l'esprit, hein, si on passait à l'irrigation localisée, Saint-Rémy-de-Provence, on raye de la carte, hein, c'est plus possible. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a le problème n'est pas simple. Alors, j'en parle d'autant plus que ça ne concerne pas le canal de Provence, hein, mais remplacer un système par un autre, c'est pas simple. Et c'est pas pour des raisons techniques. Si on reprend l'exemple du Maroc, effectivement, le plan vert au Maroc, il y a eu d'énormes problèmes liés aux économies d'eau qui étaient faits par des gouttes à gouttes, avec un problème de compétence aussi des agriculteurs pour changer de technique, avec des goutteurs qui du coup se bouchaient, on utilisait plus d'eau pour finalement l'économie d'eau de départ. Et aujourd'hui, il y a énormément de controverses dans le monde scientifique sur l'efficacité du plan vert, où finalement on a économisé l'eau, mais ce qui a permis d'étendre aussi les réseaux agricoles, avec des réseaux qui n'étaient pas forcément maintenus, qui se sont détériorés, et du coup on a utilisé plus d'eau pour irriguer les mêmes surfaces, et finalement un système d'économie d'eau au départ. En France, il y a 0,2% des rejets de stations d'épuration qui sont réutilisés pour de l'irrigation principalement, agriculture, un petit peu golf et quelques espaces verts. La réalité est tout autre au Maroc, en Tunisie, sans parler d'Israël, où il y a une vraie volonté d'essayer de sécuriser en termes d'eau, y compris de pouvoir réutiliser les eaux et c'est là où on se retrouve à avoir des économies d'eau, mais aussi tout un développement technologique qui peut se faire autour de la désalination, autour de la réutilisation des eaux usées traitées, mais aussi un travail sur la demande et pas que sur l'offre. Et juste pour conclure, pardon, et tout ça, l'eau dans les territoires, si c'est le Moyen-Orient, c'est pas juste le manque d'eau conduit aussi à de l'instabilité politique. Et on parlait de géopolitique, le changement climatique, ça ne sera pas juste on va être mal à l'aise parce qu'on aura chaud. On va avoir peut-être pas directement chez nous dans un premier temps, quoique les tensions montent de temps en temps. Mais voilà, ça passe aussi par la déstabilisation politique. Et quand on parle d'un réfugié politique ou d'un réfugié climatique, moi j'ai du mal à faire la différence, en fait. Et voilà. Oui, bonsoir, Françoise Tellier. Je voudrais m'adresser au monsieur du Canal de Provence. Je fais partie de la commission locale d'information et on nous annonce pour refroidir les nouveaux réacteurs qui vont être sur Cadarache, entre autres le réacteur Juliovic, le RES et ITER, 43 millions de mètres cubes par an. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, bon, il est vrai qu'à l'heure actuelle, Juliovic n'est pas en état de service, ni ITER, mais le RES déjà est en état de service, est-ce que vous pensez que ça sera encore faisable dans les années qui vont venir ? Alors, du coup, je suis obligé de vous répondre avec des chiffres. Hein. La ressource principale, pas exclusive, mais principale, utilisée par la Société du Canal de Provence, qui aujourd'hui alimente, je vous le disais tout à l'heure, de l'ordre de 80 000 hectares, probablement plus demain, en agriculture. Il y a une alimentation au secours et une alimentation permanente de l'ordre de 2 millions à 2,5 millions d'habitants. Les grandes métropoles d'Aix-Marseille, du sud du Var et de la vallée du Rhône. Les gros bassins industriels de l'étang de Berre et du pôle de Rousset autour d'Aix-en-Provence, etc. Voilà, tout ça, c'est alimenté par la Société du Canal de Provence. Aujourd'hui, c'est alimenté avec environ, ça dépend des années, et la variable d'ailleurs, elle est principalement liée à l'agriculture, entre 220 et 250 millions de mètres cubes par an. Entre 220 et 250 millions de mètres cubes par an. Pour l'ensemble de ces usages-là, nous avons, ou la Société du Canal de Provence plutôt, a des droits d'eau qui viennent des collectivités actionnaires qui ont mutualisé ces droits d'eau. Quand la Société du Canal de Provence a été fondée par ces collectivités, ces grandes collectivités, elles ont mutualisé leurs droits d'eau. Le total de ces droits d'eau aujourd'hui, c'est 660 millions de mètres cubes. On en utilise les années les plus sèches, 250 millions de mètres cubes. Donc on est loin d'utiliser la totalité des droits d'eau. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau d'avoir des droits d'eau, mais est-ce qu'on a encore de la ressource ?
Alors, c'est là que, en fait, les grandes réserves jouent leur rôle plutôt. Aujourd'hui, ces 250 millions consommés sont principalement, en hiver, il n'y a pas de limite, donc c'est bon, mais la sécurisation se fait à partir des réserves sur le Verdon, dont une partie est consacrée à ces usages-là. Or, chaque année, et là, on en a au total 250 millions de mètres cubes, c'est-à-dire, j'espère que je ne vous perds pas avec ces chiffres, mais le total des réserves aujourd'hui qui sécurisent les accès l'alimentation des réseaux du canal de Provence, c'est 250 millions de mètres cubes au total. Eh bien, aujourd'hui, on n'utilise même pas en total, alors que ça, c'est mobilisé qu'en été. L'année la plus sèche, en 2017, je crois qu'on a mobilisé 45 millions de mètres cubes de ces réserves sur les 250. Donc par rapport à la question que vous posez, en soi, la réponse est oui, et ça ne sera pas prélevé sur les débits du Verdon, puisque c'est prélevé sur les réserves, les réserves constituées pendant la période hivernale. J'ai répondu à votre question. Après, ce chiffre-là, je ne le connaissais pas, donc je ne vais pas le commenter, hein, j'en sais rien. C'est probablement celui-là. Hein. Bonsoir, Daniel Quenin, je suis ingénieur territorial à la retraite. Oui, je parlais des solutions, je suis toujours surpris, voire stupéfait, que le concept, la doctrine des aménageurs est toujours d'amener de l'eau pluviale directement au ruisseau naturel, la rivière, Durance, voire la mer. L'incitation de faire des réserves, de faire des infiltrations à la parcelle par un jeu réglementaire à travers les PLU ou à travers les permis de construire, voire les permis d'aménagement, permet de faire des bassins de rétention, par exemple, avec infiltration. On peut arriver à 1, à 2, 3, 4, 5 cm à l'heure d'infiltration, ce qui permettait d'éviter les gros apports au niveau des milieux naturels, voire à la mer, directement à la mer, et éviter effectivement l'exemple que citait Antoine, c'est ça, que la nappe phréatique a été réinvestie par l'eau de mer qui est revenue dans la nappe phréatique, mais qui a été alimentée précédemment par les grosses pluies. Voilà, donc il me semble que les aménageurs, les collectivités territoriales et tous les acteurs dans ce domaine pourraient favoriser beaucoup plus, ça se fait déjà, et voir aussi certains pays comme le Japon ont utilisé des anciennes stations de métro désaffectées, par exemple, pour faire des capacités tampons qui permettent, avec des infiltrations et des fuites calibrées, d'éviter ces gros lessivages des sols et effectivement de réalimenter la nappe phréatique sur place. Alors c'est une multitude de points à faire, c'est pas forcément de faire un lac supplémentaire, mais ça serait à mon avis quelque chose à prendre en compte dans les solutions. Merci. Oui, sauf que en l'occurrence, l'exemple que je donnais sur la Crau et puis la nappe de la Crau, c'est un effet induit. Hein. L'objectif, c'est pas au départ l'irrigation gravitaire qui est par submersion qui est pratiquée a pour effet d'alimenter la nappe. Mais l'objectif principal de départ, c'est quand même de produire du foin de Crau. Vous voyez ce que je veux dire? Et les aménagements, en l'occurrence, qui ne sont pas des aménagements du canal de Provence, ils ont été faits pour ça, pensés pour ça, avec le canal de Craponne. Je parle des aménagements de construction. Quand on fait un investissement, Ah oui, d'accord, bien sûr. Ouais, bien sûr. Là, il y aurait beaucoup à dire hein, sur l'urbanisation. En fait, il y a un moment, il faut le dire effectivement pour que ça évolue et que effectivement déjà de façon, voilà, il faut le dire pour que ça évolue. Et il y a des méthodes ou des solutions qui existent de plus en plus qui n'arriveront pas à couvrir. Une des premières choses, c'est quand même d'arrêter, de limiter au maximum aujourd'hui l'artificialisation des sols et notamment sur les terres agricoles. Et ça, c'est le gros point, c'est le point numéro 1. Moi, j'arrive même jamais à les dire, parce que je les oublie, je me dis, je me trompe. Mais les chiffres de surface artificialisée par an en France sont absolument encore aujourd'hui monstrueux. Donc, je ne les dirai pas, parce qu'ils se trouvent facilement. Hein. Mais je risque de me tromper de zéro. C'est assez phénoménal. Donc, l'objectif était quand même à l'artificialisation zéro. Puis là, surtout dans la région, on parle d'épisodes méditerranéens.
Là, ça joue un rôle aussi, et les forêts et l'agriculture peuvent jouer un rôle. L'agriculture, effectivement, là aussi, c'est un des co-bénéfices, c'est que l'eau qui tombe sur effectivement certaines vignes où ça s'infiltre pas après beaucoup de sécheresse, ça court. En changeant les modes de culture, on peut limiter un peu, mais surtout, alors après, effectivement, les lotissements, les grands parkings, beaucoup de choses comme ça. Et puis l'eau peut être récupérée quelquefois, effectivement, dans des bassins de rétention où après elle s'infiltre. Et puis tout un rôle des forêts aussi tout autour qui favorise l'infiltration, et puis la filtration de l'eau aussi qui évite la pollution. Alors, je crois qu'il reste beaucoup de questions. Est-ce que j'aimerais bien proposer peut-être qu'on fasse un tour, parce que j'en ai 3 ou 4 ici au moins, 5, 6. Est-ce qu'on recueillerait plusieurs questions et puis vous répondrez de façon peut-être un peu plus concise pour que tout le monde puisse poser sa question? Ça va à tout le monde? Donc il y avait une question là-bas, et puis après il y en a au moins 2 ou 3 ici, 4 là-bas, donc voilà, il y a de quoi faire. Bon, Jean-François Bataille, agronome aussi, travaillant dans l'élevage. Bonjour François. Bonjour Jean-François. Quelle solution ici? Parce que c'est quand même le thème de ces conférences, c'est quelle solution ici, quoi. Et moi je veux bien qu'on fasse le tour de la Méditerranée, la géopolitique, tout ça c'est très intéressant pour moi, ça m'apprend beaucoup de choses, mais quand même la question c'est quelle solution ici? Et donc je m'adresse à l'ensemble des intervenants, à toi François en particulier, parce que je pense qu'au niveau de la Société du Canal de Provence, tu as été pendant de nombreuses années un poste d'observatoire, c'est où est la gouvernance des questions dont on parle? Parce qu'on est, nous, tous des usagers de l'eau, à titre privé ou professionnel, ou les deux en même temps, bien souvent, etc. Mais il y a bien quelque part, tu l'as montré par rapport au canal de Provence, des gens, à un moment donné, des collectivités territoriales qui prennent des décisions, des gestions, etc. Et si on veut agir sur les questions, il faut savoir où se situent les pôles de décision pour l'avenir, quoi. Et donc c'est ma question, c'est où est la gouvernance de tout ce grand bazar là dont vous avez parlé? Quelle solution, quelle gouvernance? On a une deuxième question ici. Oui, bonsoir, Mario Chavanon de FN04. J'aimerais rajouter une question de consommation d'eau à Green sur Manosque. Et par exemple, l'eau du Verdon qui va être remontée pour l'eau de la Durance qui va être remontée sur l'As. Tout ça pour continuer à pouvoir irriguer du maïs, entre autres. Une troisième question, c'est bon, vous notez? On enchaîne une troisième. Ce ne sera pas une question, mais une remarque qui est adressée aux jeunes doctorantes. Et tu as signalé Israël, la Palestine et tout ça. Il y a une chose que je voudrais peut-être... qui n'a pas été soulevée lors de cette conférence, c'était l'utilisation de l'eau de mer et la désalinisation de l'eau de mer. Alors l'exemple que tu as cité, enfin tu as effleuré, tu as prononcé simplement ce mot. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'il y a eu un projet qui a été proposé à la Banque mondiale pour apporter de l'eau douce à 3 populations, celle de la Palestine, celle d'Israël, celle de la Jordanie. C'est un investissement relativement colossal. Il s'agit, puisque maintenant le don a été accordé, l'eau viendrait donc de la mer Rouge, et donc elle serait déversée en direction de la mer Morte, qui se trouve à moins 350 mètres. Et l'objectif est triple. Naturellement, c'est donner d'abord de l'eau douce à ces populations qui ont été souvent en guerre. Tu as soulevé le problème de la guerre, bien sûr. La question qu'on se pose, c'est toujours se dire, est-ce qu'il y aura la guerre de l'eau, comme il y a eu la guerre du feu, ou la guerre des territoires? Donc, premièrement, naturellement, c'est apporter de l'eau douce à ces populations. Le deuxième, naturellement, c'est de produire de l'électricité. Et la troisième, naturellement, c'est de remonter l'eau de la mer Morte, qui, pour ceux qui l'ont connue comme moi, il y a 40-50 ans, la mer s'est retirée d'à peu près une trentaine de mètres. Et comme elle n'est pas très profonde, je vous laisse imaginer ce que cela veut dire. Donc, une chose qui n'a pas été du tout évoquée durant ces 2 heures, 3 heures de discussion, de conférence, c'est est-ce qu'on pense
à la désalinisation de l'eau par osmose inverse, par tout ce que vous voulez. Merci. On va peut-être prendre ces 3 questions-là. Je me permets juste d'intervenir pour essayer peut-être, s'il nous reste un petit quart d'heure de discussion, 20 minutes, là, de recentrer un petit peu sur le local, même si votre question est évidemment très intéressante, mais j'étais un petit peu d'accord avec l'intervention de Jean-François Bataille tout à l'heure. C'est vrai que le cœur de notre soirée, c'est vraiment localement, quelles solutions, et voilà, on essaye un petit peu de recentrer sur le local. Merci. Bon, alors je vais essayer de répondre à ces 3 questions en même temps, même si mes collègues pourront compléter. D'abord pour dire que le projet de remontée de l'eau de la Durance dans la vallée de l'As, je ne vais pas en parler parce que je ne le connais pas, c'est pas un projet de la SCP. Hein. J'ai entendu parler de ce projet, mais j'en connais pas suffisamment pour en parler. Par contre, je vais parler de celui de Manosque. Là, je peux en parler parce que j'ai été intimement lié à ça. Je dirais simplement, juste pour relativiser les choses, attention à toujours ne pas avoir de vision trop simpliste. Vous évoquez le maïs. 2 choses à propos du maïs. D'une part, c'est la culture, ou l'une des cultures qui valorise le mieux le litre d'eau, hein, en termes de production de matière sèche par litre d'eau utilisé. Il ne faut pas l'oublier. Et surtout, il ne se fait quasiment pas de maïs dans notre région. Il se fait du maïs semence, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de production de maïs. Donc, ne fantasmons pas trop sur le maïs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parcelles ici ou là, mais aujourd'hui, la région n'est pas une région productrice de maïs. Alors, la question de Jean-François Bataille sur la gouvernance. Alors d'abord, je vais commencer par un projet qui vous concerne, au moins pour les Manosquins ou les habitants de la DLVA. Vous avez sans doute entendu parler du projet de sécurisation de la ville de Manosque en eau potable à partir de l'eau du Verdon. Ce projet, d'où il vient ? Il vient du fait que la ville de Manosque aujourd'hui est alimentée par 2 ressources, qui sont 2 ressources duranciennes. L'une, un prélèvement dans la nappe d'accompagnement de la Durance à la hauteur de Précombo, de l'ancien pont sur la Durance, et l'autre à partir du canal EDF, le canal usinier. Aucune de ces 2 ressources, sur un plan qualitatif, est suffisamment sécurisée. Je ne suis pas en train de vous dire que l'eau de Manosque n'est pas potable, hein. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est parfaitement potable. Mais elle n'est pas sécurisée sur le plan qualitatif parce que le canal EDF est un collecteur d'eau pluviale, hein, et au moment des torrents, etc., il y a énormément d'eau mal contrôlée qui s'y déverse, sans parler des bagnoles qui s'y balancent, etc. Et la nappe d'accompagnement de la Durance, elle est soumise à une épée de Damoclès qui pèse sur l'ensemble du bassin de la Durance à l'aval d'Arkema, qui est la pollution par des organochlorés et des organophosphorés piégés dans les sédiments de la Durance à la hauteur d'Arkema et peut-être probablement un peu plus au nord. Et donc, on sait où on pense, quand je dis on, c'est pas moi, c'est un certain nombre d'experts hydrauliciens qui sont venus faire des expertises contre-expertises à la demande de l'État, etc., de l'ARS. On a très peur, la ville de Manosque avait très peur que si on augmentait les prélèvements en Durance, autrement dit la pression sur la nappe d'accompagnement de la Durance, du fait de l'accroissement des besoins, la population de Manosque, vous le savez mieux que moi, elle a considérablement augmenté, ses activités économiques aussi, etc. Si on augmentait cette pression sur la nappe d'accompagnement, le risque de migration de cette pollution à l'aval était un risque avéré. Donc Manosque n'a pas voulu prendre. Il s'agissait donc de trouver une autre ressource de sécurisation, et c'est là qu'elle est intervenue, la ville de Manosque, pour nous demander si on pouvait ramener de l'eau du Verdon en remontant, en fait, depuis Vinon-sur-Verdon, de l'eau du Verdon qui est structurellement beaucoup plus propre, hein, à la fois sur le plan chimique et sur le plan physique, que l'eau de la Durance, et surtout pas soumise à ces risques-là. Alors, du coup, ça m'amène à répondre à la question de Jean-François Bataille. Quelle gouvernance ? Et je vais y répondre d'abord globalement, et puis je viendrai à un niveau plus local après. Quand tout à l'heure dans mon propos introductif, j'ai dit que nous avions la chance, si on se compare à d'autres régions méditerranéennes, mais même à d'autres régions françaises, d'être adossés au massif alpin, qui est quand même un château d'eau, hein. Ça nous a permis, ou ça a permis aux Provençaux de constituer des réserves et des ouvrages de transport qui aujourd'hui, globalement, sécurisent l'essentiel de la population et des activités économiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mais un autre atout de notre région, c'est que du fait de cette histoire liée à notre situation méditerranéenne, les Provençaux ont acquis institutionnellement une véritable culture de l'eau. Il y a dans notre région une culture de l'eau. Vous ne trouverez pas cette culture de l'eau dans les Savoies, par exemple, pour être intervenu à plusieurs reprises dans les départements savoyards qui ont été soumis à une sécheresse estivale extrêmement forte, et pas qu'estivale, l'année dernière et l'année d'avant. Ils sont comme une poule devant un couteau face à la sécheresse. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils n'ont ni les ouvrages, ils pensaient qu'ils avaient les ressources illimitées, et ils n'ont aucune instance de régulation. Nous avons, nous, en Provence, des instances de régulation pour gérer la pénurie, avec des comités sécheresse départementaux, une régulation régionale sous l'autorité du préfet de région, des structures très anciennes comme la commission exécutive de la Durance, qui a été établie à l'initiative de l'État quand on se trouait la peau pour les questions de l'eau dans notre région à la fin du 19e siècle. La commission exécutive de la Durance, elle date de 1907. Elle existe toujours. Et c'est cette commission qui régule aujourd'hui l'éventuelle pénurie qu'il peut y avoir dans les années les plus sèches par rapport à l'alimentation des grands canaux gravitaires de la basse Durance. Tout ça constitue, cette culture de l'eau et ces instances de régulation, un véritable patrimoine, au moins aussi important que le patrimoine physique de ces ouvrages. Donc c'est un véritable atout qu'il faut savoir préserver, qui constitue à mon avis un modèle original de gestion de l'eau, le modèle provençal. Alors maintenant, en ce qui concerne les choix d'aménagement, Jean-François, si c'était ça ta question, aujourd'hui, en ce qui concerne le périmètre de la concession du canal de Provence, c'est le conseil d'administration, sous l'autorité de son autorité concédante, qui est la région Provence-Côte d'Azur, qui tranche et qui arbitre en termes de répartition des investissements. Siègent à ce conseil d'administration les représentants de la région, des départements qui font partie de la concession, la profession agricole et qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, c'est les principaux. Donc c'est à ce niveau-là, et en fait c'est les collectivités actionnaires, en ce qui concerne le département des Alpes-de-Haute-Provence, c'est le conseil général qui siège au conseil d'administration et qui, essaye de tirer et enfin, vous m'avez compris, de pousser les dossiers du 04, quoi. Pour revenir sur les questions de gouvernance, je pense qu'il y a effectivement il y a aussi une gouvernance à l'échelle de bassin versant avec des sages. Là, si on était avec le parc du Luberon qui est animateur à la fois de la clé Calavon et aussi du contrat de gestion côté Largue. On a d'un côté une structure de gestion, une gouvernance autour du Calavon qui est plus ancienne, qui date avec un premier sage qui date de 2001, un deuxième en 2015, et avec une vraie coopération entre les différentes parties. Les différentes inondations et là les deux événements qui se sont passés coup sur coup ont été beaucoup plus digérés rapidement côté Calavon, avec un plan d'action partagé par l'ensemble des acteurs rapidement côté Calavon. Côté Largue, on est encore en train de se demander à qui est la faute de ces inondations, par manque de confiance, par manque de travail en commun, malheureusement on ne va pas parler d'Israël, le monsieur est parti, mais du coup ce climat de confiance et ce climat de comment travailler ensemble, effectivement le cadre de gouvernance pour ça est extrêmement important, et je pense que c'est important de le souligner comme un objectif et comme une solution en soi, de créer du dialogue multi-acteurs pour trouver des solutions ensemble. Sur les solutions, on a beaucoup parlé d'irrigation, on a beaucoup parlé d'agriculture, il me semble, dans les discussions. On peut effectivement parler de changement de culture, on peut parler de goutte à goutte, de pilotage tensiométrique pour calculer tout ce qui va être autour de l'agriculture connectée pour pouvoir apporter ce dont la plante a besoin. Après, si je reprends le côté Calavon, il y a plus de 75% de l'eau qui est utilisée sur le Calavon, qui est utilisée avant tout pour l'eau potable. Donc il faut aussi se poser des questions de savoir quelles sont les solutions qu'on peut trouver du côté des eaux domestiques, à savoir la lutte contre les fuites sur les réseaux domestiques, à savoir aussi les sensibilisations et les consommations que les uns et les autres peuvent avoir. La moyenne de consommation d'eau dans le Luberon, elle est plus importante que la moyenne nationale. Donc
il y a aussi des efforts à faire, avec certainement des espaces de jardin plus importants, mais il y a aussi des efforts à faire au niveau individuel. Avec un autre sujet qui est aussi important, et là on rejoint les questions de gouvernance, des problématiques qui se posent sur les questions de gestion collective, c'est les forages individuels, qui sont aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment les recenser, comment les réguler, pour pouvoir faire en sorte d'avoir effectivement une gestion collective et que chacun n'ait pas son puits dans son jardin et utilise l'eau de manière déconnectée. Dans les instances de gouvernance, on en a oublié une qui est importante, c'est l'Agora, qui a été mise en place à l'initiative de la région il y a 4-5 ans maintenant. Cette Agora, c'est un espèce de parlement de l'eau à l'échelle régionale, qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'eau et des représentants des différents usagers, qui n'a pas de pouvoir décisionnaire, parce que par exemple sur les arrêtés sécheresse, c'est les départements, enfin c'est l'État au niveau départemental, etc. Mais qui est au moins une instance de discussion et de réflexion sur des solutions à adopter, notamment pour gérer la pénurie au cas où. Alors, juste un mot, gérer la pénurie ou gérer les conflits d'usage. Moi, je pense que demain, le principal conflit d'usage, il sera entre la production énergétique et les autres usages. Alors, un complément juste important, c'est effectivement, je pense que il n'y aura pas de solution dogmatique qui s'imposeront partout. Ça sera certainement un mix de solutions à adapter en fonction des territoires. Et je pense que c'est important de garder le S à solution. Ce que nous vous proposons, parce que le débat pourrait durer longtemps et on est tenu pour un certain créneau, je vais vous laisser juste poser la question, c'est de terminer pour ceux qui veulent poser encore des questions en direct, venez volontiers boire un verre avec nous. Déjà, on vous remercie tous les intervenants, on vous remercie vous le public. On vous rappelle aussi, mais je vous laisse poser votre question, après je vous passe le micro. On vous rappelle que la prochaine conférence sur l'agriculture, ça sera le 16 janvier. Donc si ces débats vous ont plu et vous ont apporté, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous laisse poser la dernière question au micro et après on se retrouve pour ceux qui le souhaitent. Oui. Alors je voudrais savoir quel est le quota d'eau usée par rapport à l'apport d'eau potable. Et si ce quota est important, s'il n'y a pas d'énormes pertes, si ce quota, s'il était revalorisé, permettrait d'avoir des ressources de réserve, je pense, assez importantes. On parle toujours de ressources, mais on ne parle pas de récupération. Or, je pense que le sujet de notre planète, c'est d'abord de récupérer tout ce qu'elle nous produit, et non pas de dépenser, jeter comme ça à la rivière, à la mer, n'importe quoi, des eaux usées qui polluent en plus, d'autant plus, par les phosphates. Et ceci dit, dans 20 ans, il n'y a plus de phosphate sur les mines de phosphate au monde, et il faudra songer dans les eaux usées à récupérer le phosphate pour l'agriculture. Un champ non traité au phosphate, il va produire pour 15 personnes de nourriture. S'il est traité avec des phosphates, il va produire sur 150 personnes pour la même surface. Donc, je pense que tous ces produits qui sont perdus dans les eaux usagées, on devrait, là, le plus important, s'occuper de ce sujet. Et non pas des ressources, puisque apparemment on en a. Et que ça va perdre que 10-20%. Par contre, le gaspillage, il est énorme. Alors, on demande un changement de société, il faut un changement dans le gaspillage. Il faut arrêter de gaspiller. Il faut récupérer les eaux usées. C'est vraiment stupide, notre système. C'est incohérent. De l'eau usée, moi je ne vais pas me faire le porte-parole du traitement, mais oui, il le connaît sur le plan technique. Non mais attendez, vous parlez du quota. Non, mais simplement, je veux reprendre ce que vous venez de dire. L'eau, elle n'est pas jetée. L'eau, elle repart dans un cycle de l'eau. Donc le problème, non mais attendez, le problème, il est donc de la traiter. Et globalement, aujourd'hui, les collectivités, parce que c'est elles qui ont la compétence, on ne peut pas dire que l'eau n'est pas traitée ou maltraitée. Il y a des efforts à faire, mais il y a eu des efforts considérables financés par l'Agence de l'eau au niveau de l'efficacité des stations de traitement. Il y a de plus en plus de stations qui vont jusqu'au niveau tertiaire. Bon, on ne peut pas dire quand même que tout n'est pas traité. Et je te laisse la parole. Après, on parlait de traiter puis réutiliser. Le problème, c'est la réutilisation des eaux grises. Et voilà. Et là, il y a plusieurs problèmes et techniques
et juridique, et même de perception, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt, alors je ne vais pas aller jusqu'à la boire, mais est-ce qu'on est prêt à utiliser de l'eau de la retirée de santé, il y a des médicaments dans cette eau. Oui, non, mais il y a plein de problèmes. Mais les problèmes, on arrive de plus en plus à les surmonter. Les techniques existent de plus en plus. Mais voilà, il reste encore des pas. Mais c'est une vraie question. Et je pense que c'est une question qui émerge, qui est là. On a encore du mal à mettre les choses en place à cause de la technique, de la technologie, et aussi d'une part juridique et d'acceptation sociale. Mais ça va évoluer assez vite. Mais c'est une vraie question. Oui. Aujourd'hui, il y a 0,2% des eaux usées traitées en France qui sont réutilisées. Donc c'est effectivement pas beaucoup. C'est souvent d'ailleurs ce retard français qui est mis en avant. Et là, il y a eu les assises de l'eau il n'y a pas très longtemps avec un objectif de tripler le volume des eaux non conventionnelles à 2025. Donc c'est assez rapidement. C'est-à-dire qu'on veut tripler. Dans eau non conventionnelle, il y a à la fois la récupération des eaux usées traitées, donc là plutôt de manière collective à partir d'une station d'épuration, la récupération d'eau de pluie, mais aussi la récupération des eaux grises. Donc là, c'est plutôt à l'échelle individuelle. Comment est-ce qu'on peut récupérer les eaux de notre douche pour alimenter nos toilettes, et dans justement l'objectif d'augmenter ces... Et après, c'est important de préciser, il y a différents cas. Il y a une eau qu'on va rejeter en mer, où effectivement on pourrait peut-être considérer qu'elle est un peu plus perdue que celle qu'on va rejeter en tête de bassin, où là elle va servir à d'autres usages, où il y a effectivement un cycle de l'eau. Et on est encore dans du cas par cas à chaque fois, mais je serais ravi de poursuivre avec vous la discussion autour de la mer. Merci beaucoup. Bien vu. Merci.